Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'anecdotes de tournage, donc des vidéos où je reviens sur la création des grosses vidéos de la chaîne. J'en avais fait une pour Avatar 2 et maintenant c'est au tour de mon Pourquoi j'ai un Avatar sur Matrix 4. C'est une vidéo dont j'ai besoin de vous parler parce que ça a été très laborieux de la sortir. On va commencer donc par parler un peu de l'écriture de la vidéo et ensuite on parlera un peu plus de certains, je me la repasserai moi dans mon coin et on reviendra sur certains points précis qui ont été plus ou moins difficiles à réaliser, comment est-ce que j'ai réalisé, etc. etc. L'écriture a été extrêmement laborieuse. J'ai commencé à écrire cette vidéo en septembre 2022. C'était donc il y a quasi 2 ans maintenant, puisque la vidéo est donc sortie en juillet 2024. Donc il y a eu quand même un gros truc. Le truc c'est qu'effectivement, je n'ai pas continué à bosser sur la vidéo continuellement, mais j'ai eu des soucis. Donc pour ceux qui se souviennent pas, en 2022, j'ai eu une fin d'année absolument pourrie, où je me suis rendu compte que j'étais tellement bloqué par mon rythme habituel de sortir un vlog par semaine, que du coup j'arrivais pas à avancer sur le reste. Donc j'ai commencé à bosser sur cette vidéo en septembre, j'ai passé des mois dessus, et au bout de 3 mois, j'avais toujours pas une vidéo concrète à sortir, quoi. Donc, j'ai décidé, au passage 2022-2023, de changer complètement le rythme de la chaîne. C'est là que j'ai décidé de réduire le nombre de vlogs, pour pouvoir du coup avoir plus de temps pour bosser sur autre chose. Il se trouve que, ayant été très contrarié dans le développement de ce Pourquoi j'ai un Avatar sur Matrix 4, j'ai pas voulu m'y attaquer en premier quand j'ai à nouveau eu du temps pour moi. Donc je me suis mis à bosser sur Avatar 2 qui venait de sortir, qui était frais dans la mémoire de tout le monde, qui était frais dans la mienne également. Et en fait, en à peu près 2-3 mois, j'ai fait le Pourquoi j'ai un Avatar sur Avatar 2. J'ai dû le commencer en mars quand j'ai fait mes dernières vidéos Oscar et tout le bordel. Je l'ai sorti fin mai, je crois, ou un truc dans ce genre-là. Donc mars, avril, mai, ouais, 3 mois à peu près pour faire cette vidéo, alors qu'il y avait pas mal d'effets spéciaux, par exemple, et des trucs dans ce genre-là, quoi. Donc je m'en suis quand même plutôt bien sorti pour ce Pourquoi j'ai un Avatar, sauf que j'avais prévu le reste de l'année complètement différemment. J'avais prévu donc de faire un rattrapage de mi-année en juillet qui est sorti en août au final, qui du coup m'a empêché de bosser sur une autre vidéo pendant tout le mois pendant tout l'été, parce que du coup juin, juillet, j'ai rattrapé du coup des tonnes de films pour faire mes rattrapages, et ensuite il fallait monter ces rattrapages qui faisaient 4-5 heures ou un truc dans ce genre là comme d'habitude. Et après ça, je devais en principe sortir des vlogs jusqu'à la fin de l'année, avec genre un vlog par mois ou un truc dans ce genre là. Le truc, c'est que j'ai eu un souci à ce moment-là parce que Arcadie était pas disponible à ce moment-là pour créer les vignettes, et donc je me suis retrouvé avec des vidéos qui étaient prêtes, mais pas les vignettes pour les sortir, et pour résoudre ce problème, j'ai décidé de me mettre sur The Book of Henry, donc une vidéo qui m'a pas pris longtemps à faire, ça a à peu près un mois pour faire cette vidéo d'une demi-heure, mais du coup je bossais sur ça et pas sur autre chose, quoi. Et je voulais du coup me mettre tranquillement sur Matrix pour les 3 derniers mois de l'année, septembre, octobre, novembre, et puis sortir la vidéo en décembre, un truc dans ce genre-là. Je savais qu'elle serait un peu longue parce qu'il y aurait beaucoup d'effets spéciaux, mais je pensais que ce serait faisable. Sauf que donc, fin d'année 2023, c'est là que je me suis pris toutes mes galères sur la gueule, que j'ai eu mes fuites d'eau, que j'ai eu mes problèmes, etc., etc. La télévision qui a sauté. Là, ça y est, j'ai enfin une nouvelle télévision, là. Je vous l'ai pas dit, mais ça y est, j'ai enfin changé la télévision, je l'ai là sous les yeux pour tourner cette vidéo. Et du coup, j'ai enfin un deuxième écran pour pouvoir faire autre chose à côté. Ça fait du bien, parce que honnêtement, c'est ultra compliqué quand tu fais des trucs très visuels et que tu as besoin de beaucoup d'éléments et tout dans ce genre-là. C'est très compliqué de tout faire avec un seul écran. Mais j'ai quand même réussi à monter toute la vidéo Matrix avec un seul écran. Mais là, ces derniers jours, je me suis dit, ça y est, j'ai enfin un peu de temps, la vidéo est quasi finie, il n'y a plus que des corrections à faire, je vais m'occuper d'autre chose et j'ai enfin acheté une nouvelle télé. Bref, j'ai eu tous mes problèmes au début de l'année, qui m'ont fait aussi sortir toutes mes vidéos de début d'année très en retard, et j'ai pu commencer à bosser sur Matrix qu'à partir de mars. Le truc, c'est que la première forme de cette vidéo était en fait... Alors attention, c'est pas du tout une critique de sa vidéo, mais était en fait assez proche de la vidéo qu'a fait Y Penser, Bruce d'Y Penser, Bruce Benamran, pour également Matrix 4. C'est-à-dire qu'en fait, le problème d'un film des Wachowski, c'est que tout est lié. Il n'y a aucune décision que tu peux isoler dans un coin en disant cette décision-là, elle fait ça, ce truc très précis, et ce truc juste ça, pour dire ça, quoi. Chaque décision dans Matrix 4, c'est lié à telle autre décision, qui est liée à telle autre décision, qui est liée à telle autre décision, qui est liée à une idée globale. Et le truc, c'est que du coup, quand t'as envie d'expliquer tout ça, faut réussir à comprendre comment tu déconstruis tout ça. Comment est-ce que tu pars de l'idée globale pour aborder chaque point, et comment tu abordes chaque point sans qu'il déborde sur l'autre et qu'il te donne envie de passer à l'autre. Typiquement, quand tu parles de mise en scène, à un moment ou à un autre, tu vas te mettre à parler de la couleur. Et t'as envie de te mettre à parler de tout ce qui concerne la couleur, parce que tout ce qui concerne la couleur, c'est un très gros segment. Et du coup, après, faut quand même parler aussi des mouvements de caméra et des trucs dans ce genre-là. Et le truc, c'est qu'à un certain moment, quand tu vas parler d'une couleur, tu vas parler d'une idée particulière, d'un concept philosophique, et quand tu vas vouloir l'expliquer, tu vas partir dans une tangente pour expliquer tout le truc, etc. Par exemple, quand tu parles de Morpheus et ses costumes, faut que tu expliques pourquoi est-ce que Morpheus a ses costumes-là, etc. et tout le bordel.
Et en fait, c'est effectivement extrêmement compliqué à aborder. Et si vous regardez la vidéo de Bruce, alors sa vidéo est moins bordélique que celle que j'avais moi à l'époque, mais la vidéo de Bruce, elle est comme ça. Il essaye de faire des chapitres, il essaye d'organiser, mais de son propre aveu dans toute la vidéo, il dit honnêtement, c'est un bordel en fait. Il faut vraiment passer d'une idée à l'autre constamment et sauter, faire des allers-retours et faire des machins. Je dois vous avouer que c'est un peu le bordel le script cet épisode, mais bon. Hein. Et c'est pas mon style de vidéo. Mon style de vidéo est pensé pour être aussi instructif, si possible, pertinent en tout cas, que divertissant. Je veux faire des vidéos qui sont sympas à regarder et pas juste qui apportent quelque chose d'intéressant dans l'analyse, etc. quoi. Encore une fois, c'est pas du tout pour cracher sur la vidéo de Bruce. On a parlé tous les deux, ça fait des années qu'en fait il attend que j'ai fini ma vidéo pour que je la regarde et que je lui dise ce que j'en ai pensé, parce que je voulais pas m'inspirer de sa vidéo, je voulais pas le plagier et risquer de me faire influencer par ce qu'il a fait. On parle régulièrement, il a vu la vidéo en avant-première avec certains des tipeurs qu'il avait reçus aussi en avant-première, etc. Donc il y a aucune anicroche entre nous, c'est vraiment juste pour dire la forme de la vidéo ressemblait plus à la forme de sa vidéo à lui. Et en fait, le truc, c'est que pendant tout le mois de mars, j'ai revisité le texte que du coup j'avais laissé abandonner depuis décembre 2022, donc ça faisait plus d'1 an que j'avais pas bossé sur ce truc-là. Et du coup, je pensais que le texte était relativement bon, je pensais que là où je l'avais laissé à l'époque, c'était quand même plutôt construit, plutôt cohérent, plutôt machin, etc. Et en fait, c'était assez laborieux. Et en fait, ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait un souci, c'est que ça me faisait chier de bosser dessus. Véritablement. C'est toujours un peu laborieux quand t'es un créatif de travailler sur ta création, parce que il y a beaucoup de doutes personnels, tu remets en jeu tes capacités à pouvoir faire quelque chose, à pouvoir faire une vidéo comme ça, typiquement. Pouvoir simplifier, streamliner, mainstreamer ton idée et essayer de passer toutes les idées, etc. Et en fait, je savais tellement à l'avance que c'était le bordel, je savais tellement à l'avance que à chaque fois que je rentrais dans une section, je rentrais dans une tangente et je rentrais dans une tangente de tangente et un machin, etc. que j'arrivais plus à regarder ma propre vidéo en fait. Ce qui s'est passé, c'est que la première version de la vidéo, j'avais tout un tas d'idées de trucs qu'il fallait que je fasse. Il fallait mettre des sketchs un petit peu partout, il fallait avoir telle référence, il fallait mettre telle scène, il fallait mettre tel truc. Je voulais qu'il y ait un running gag pendant toute la vidéo. La façon dont je termine ma vidéo, là telle qu'elle est sortie, à la fin je dis j'ai raison et vous avez tort sur Matrix 4. Pour faire une rime avec la réplique du personnage de Christina Ricci dans le film, and who knows how many more. Et qui sait combien d'autres. Vous avez tort sur l'utilité et la qualité de Matrix 4. And who knows how many more. J'avais décidé que ça devait devenir un sketch récurrent. J'avais décidé que c'était un running gag et qu'à plusieurs moments dans la vidéo, il fallait qu'il y ait and who knows how many more, and who knows how many more. Et pas à la suite, mais je dis un point sur le film Matrix 4 et je faisais une allusion à autre chose. Et le truc, c'est qu'en fait, quand tu essayes de faire ça, tu modifies le texte pour pouvoir amener la blague, mais en modifiant le texte pour amener la blague, tu modifies également la progression du développement, et du coup tu te mets à faire une blague qui est un peu au milieu du truc et qui fait un peu partir sur le côté le développement de ta vidéo pour finalement dire autre chose. C'était du coup très laborieux. Il y avait également, à la base, à chaque fois que je disais quelque chose qui confirmait ce que j'avais dit dans un Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, il devait y avoir un extrait du Pourquoi j'ai raison, vous avez tort où je le disais, pour montrer, vous avez vu, je l'avais deviné à l'époque, je savais, etc. Ça se retrouve dans la vidéo finale, je l'ai fait 2 fois. J'ai remis le « Oh putain, c'est le même film » et puis j'ai remis « Vous n'avez pas compris Matrix, vous n'avez pas vu l'intérêt de la trilogie ». Et les vrais fans, du coup, ceux qui ont, par exemple, compris que vous n'avez pas vu Matrix si vous n'avez pas vu l'intérêt de la trilogie. He didn't love the first one. Mais à la base, ça devait vraiment être égrené à revenir partout dans la vidéo. Il devait tout le temps y avoir des interruptions avec moi qui revenais dans cette vidéo pour montrer « Hey, vous avez vu, je l'avais trouvé dans le truc d'avant, etc. » Et je voulais, à chaque fois que j'abordais un truc, rentrer dans le détail. C'est-à-dire que par exemple, le résumé de leur carrière au début, j'avais un segment j'avais prévu de faire, ils n'étaient pas faits dans la vidéo que j'avais prévu de faire des segments sur Ninja Assassins et rapidement V pour Vendetta, pas un truc complet, mais rapidement V pour Vendetta, pour parler aussi de ce qu'elles avaient produit en dehors du truc, pour montrer que ce qu'elles avaient produit souvent marchait mieux que ce qu'elles réalisaient ou des trucs dans ce genre-là. J'avais prévu de faire une review beaucoup plus en profondeur de Working Progress par exemple, parce que Working Progress, typiquement il y a, pour vous donner un exemple, le côté cyclique des Wachowski revient dans Working Progress parce que dans toute la saison 1, il y a tout un running gag sur le fait que l'héroïne principale en fait, bon c'est de l'humour un peu noir, hein, il est un peu dépressif, mais l'héroïne principale est dépressive et veut se suicider. Et en fait, elle a acheté une boîte avec genre 200 amandes, et elle bouffe une amande par jour. Et son plan, c'est quand je boufferai la dernière amande, ce sera mon dernier jour et je me suiciderai en fait.
Et du coup, l'idée de chaque jour je mange une amande, etc., c'est le côté cyclique et répétitif des Wachowski qui les fascine un petit peu et que Lily intègre dans le scénario de Work in Progress. Donc je voulais avoir un truc qui analysait ça, je voulais revenir vachement plus en détail sur tous les trucs qui étaient abordés. Et en fait, le résultat de tout ça, c'est que c'était indigeste et incompréhensible. Je passais mon temps à faire des apartés, je passais mon temps à aller sur des trucs, à chaque fois que je rentrais dans un domaine, j'arrivais même plus moi-même à être conscient de est-ce que je restais dans le domaine, est-ce que je restais dans l'idée, ou est-ce que je partais complètement en couille, parce que j'arrivais pas à sentir mon propre plan en fait. Au bout d'un moment, mon propre plan était tellement dilué par des divergences un peu partout, que je voyais plus quel était mon plan et comment est-ce que j'avançais d'idée en idée, etc. Il y a des trucs qui étaient sûrs, mais il y avait beaucoup de passages de vidéo où j'étais complètement perdu. Et donc en fait, en avril, fin avril, j'ai pris 2 jours et j'ai entièrement réécrit le texte. Ça m'a pris que 2 jours, j'étais vachement surpris que ça arrive aussi vite, mais en fait justement le truc c'est que j'avais tous les points à aborder dans ma timeline, il fallait juste dégraisser tout le truc. Il y a du coup des choses que j'ai sorties de ma vidéo que j'aurais voulu y laisser, par exemple l'étalonnage du film est très pétant, très exagéré au niveau des couleurs, et ça peut paraître un petit peu dégueulasse, mais quand tu gardes en tête que tout le truc du premier Matrix c'était de retirer le filtre vert et de permettre aux couleurs de s'exprimer dans la matrice avec le lever de soleil qui est complètement fantasque parce qu'il y a du vert, du bleu, du orange et du rose, enfin des trucs, des couleurs dingues dans le ciel avec le lever de soleil, c'est bien plus qu'un simple lever de soleil. Et donc du coup le fait d'avoir une matrice colorée ça correspondait aux décisions qui ont été prises à la fin de Matrix Révolution, et du coup ça permettait d'être logique au niveau de l'étalonnage qu'il y avait ensuite dans ce film-là, quoi. Et il y a plusieurs petits points comme ça, où j'étais obligé de me dire, en fait, il y a vraiment un moment où faut que t'arrêtes de rentrer à ce point dans le détail, et il y a des éléments qu'il faut que tu laisses un petit peu de côté, parce que sinon, t'en auras jamais fini, quoi. Alors, pas forcément qu'ils soient pas pertinents et importants à dire, mais il y a un moment où faut streamliner, faut que ça avance plus vite, faut que ce soit plus naturel, faut que ça coule tranquillement de source, faut que t'aies pas l'impression qu'il y a un souci dans la narration. Et donc ouais, ce texte était complètement incompréhensible, et donc la version que vous avez là, c'est en fait une deuxième version qui a été écrite là cette année. C'est pas la version sur laquelle je bosse depuis 1 an et quelques, parce qu'elle était justement devenue tellement énorme que elle avait plus de gueule, on dirait un peu Tetsuo à la fin de Akira, typiquement, qui gonfle et qui devient un blob incompréhensible. Donc ouais, la version que vous avez là, elle existe véritablement depuis avril. De ce que je vois là, ma dernière correction sur le texte, c'était le 26 avril, 10h du mat, 10h48. Et donc après ça, j'ai entièrement réenregistré ma voix off, et j'ai entièrement refait le truc. Ce qui était nécessaire, je savais que j'allais réenregistrer toute ma voix off. Le micro, donc en fait, il est caché sous la veste blanche que j'ai à l'image. Et il se trouve que, pour une raison que je ne comprends pas, ces micro-cravates sont très tatillons par rapport à leur notation. En principe, ils sont omnidirectionnels, ils devraient prendre le son d'un peu toutes les directions. Pour une raison que j'ignore, plus le micro est à l'air libre et sans obstacle devant lui, plus le son du micro est étouffé. Et à l'inverse, plus le micro est caché sous les vêtements, plus le son est clair et correct. Et je comprends pas comment sont fabriqués ces micros pour fonctionner comme ça, en fait. Et le truc, c'est que, du coup, quand j'avais commencé à enregistrer le truc, je m'étais dit, comme je vais avoir ce veston plus ma veste rouge pendant les phases caméra, je vais enregistrer toutes mes voix off avec le veston et la veste rouge que j'allais utiliser pour le truc, quoi, pour en plus m'habituer au truc et pour voir quels soucis audio pourraient provenir de l'utilisation de ce costume. Et il se trouve qu'il y a eu des gros soucis audio parce que du coup, la veste frottait pas mal sur le truc et je bougeais moi-même pas mal pendant que j'enregistrais, et en fait, non seulement quand tu bouges, il y a du coup les vêtements qui frottent avec le micro qui frotte sur les trucs, etc. Donc ça ajoute des problèmes à ce niveau-là. Mais en plus, dès que l'inclinaison de mon visage par rapport à mon corps changeait un tout petit peu, le son changeait complètement et pouvait complètement faire étouffer. Ça s'est également produit dans ce deuxième enregistrement des voix off, mais dans le premier c'était beaucoup plus prononcé, c'était pendant absolument toute la vidéo. Il y avait en plus des petits craquements par rapport au frottement du micro sur les tissus et les trucs dans ce genre-là. Et donc en fait, la piste son de la première version était assez dégueulasse, et il aurait fallu que j'en réenregistre une grande partie de toute façon. Donc je me suis dit, si je vais de toute façon réenregistrer quasiment toute ma voix off, et qu'en plus je suis pas satisfait de mon texte, que je veux le réécrire pour le rendre plus streamliné, plus direct, plus compréhensible, etc., tant qu'à faire, réenregistrons toute la voix off en fait. Et donc je me suis refait toute la voix off, en essayant de beaucoup moins bouger. Mais bizarrement, il y a encore des passages qui ont été faits comme ça, donc du coup, il y a encore des passages entiers, vraiment des gros segments de voix off, que j'ai entièrement refait de A à Z, simplement parce que le son était beaucoup trop étouffé, on ne comprenait pas, et même quand j'essayais de le corriger, la correction passait pas, ça faisait un espèce de... comme s'il y avait un grésillement ou un scintillement bizarre dans le son, etc.
Et du coup, ouais, il y a eu des gros soucis de son, en fait, pendant tout ce truc. Et donc, une bonne partie du travail, et de la raison pour laquelle ce texte a mis autant de temps, c'est que, voilà, c'est extrêmement compliqué de parler des Wachowski. La première vidéo que j'ai fait sur les Wachowski, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Note d'intention juste après. Vous me voyez, j'ai une gueule à sortir d'Auschwitz. Parce que il m'était arrivé exactement la même chose quand j'avais posté sur la vidéo sur Matrix. Ça m'avait tellement retourné le cerveau d'essayer de trouver comment présenter les choses de façon linéaire et compréhensible. Ça m'avait tellement fait douter de mes capacités, ça m'avait tellement fait douter de mon intelligence, de ma capacité à analyser, etc., etc., qu'honnêtement, j'étais complètement parti en dépression. À cette époque-là, je crois que j'avais du mal à me nourrir. J'ai pas fait un gros truc de boulimie, etc. Je mange tout à fait normalement aujourd'hui, j'ai jamais eu de truc d'anorexie ou de boulimie. À ce moment-là, par contre, j'étais tellement déprimé que j'arrivais pas à manger. Et du coup, j'avais perdu énormément de poids, en fait. Honnêtement, je serais pas contre retrouver ma forme de l'époque, hein, parce que j'ai l'air de sortir d'Auschwitz, mais c'est mieux que d'avoir un gros bedon comme ça qui dépasse, mais bon. De toute façon, il est que pour moi, je suis tout seul, j'ai personne et je ne drague pas, donc... qui s'en fout. Mais du coup, ça a l'air déprimant quand je raconte ça comme ça. Je suis très bien comme ça, je suis très bien tout seul. J'ai toujours préféré vivre tout seul. Si j'étais avec quelqu'un, je voudrais pas vivre avec. Parce que j'aime trop mon indépendance, j'aime trop pouvoir faire ce que je veux quand je veux, chez moi, etc. Analyser Wachowski, ça m'avait déjà foutu en dépression à l'époque où j'avais fait la première vidéo dessus. Et cette année, ça a été... Enfin, cette nouvelle version, ça a à nouveau été un gros challenge, une grosse remise en question de mes capacités d'analyse et tout le bordel. Je sais pourtant... Je me le suis dit pendant tout le travail, hein, je me suis dit, mais tu le sais que les Wachowski, c'est tellement organique leur façon de disséminer leur message dans leur mise en scène et dans les différentes scènes et dans les dialogues et dans les machins, etc. Tu sais que c'est un bordel, tu sais que ça t'a posé problème à l'époque de la première vidéo sur les Wachowski. Donc arrête de te sentir nul, quoi, c'est pas ça le problème, mais malgré ça, tu doutes tellement, t'es tellement dans la merde, etc., que c'est une catastrophe, quoi. Heureusement, cette nouvelle version du texte, bien qu'elle ait été corrigée à de nombreuses reprises, y compris jusqu'à la dernière seconde avant que la vidéo sorte, y a un passage où j'avais dit qu'elle reprenait le bleu du contrôle des émotions, non, le bleu du contrôle tout court, alors que justement, je viens de faire tout un passage pour expliquer que le bleu c'était les émotions et les émotions exacerbées, donc d'un seul coup je dis que le bleu c'est le contrôle. Il se cherche tout le film en portant des costumes aux couleurs qui évoquent les différents aspects de la matrice. Le bleu du contrôle, le bleu des émotions, pas que je ne réfléchisse pas à ce que j'écris, mais il y a des fois tu écris ton truc un peu machinalement pour certains passages, et il faut beaucoup de visionnage avant de te rappeler du... Et en fait, c'est pas logique que je dise ça à ce moment-là, ça colle pas avec ce que je viens de dire juste avant, faut corriger ce passage-là précisément, etc. Tout le développement est pas faux, mais il y a une phrase précise où t'as pas utilisé le bon terme, en fait. Mais donc ouais, cette nouvelle version du texte, bien qu'elle ait été corrigée également à plusieurs endroits, elle date d'avril, et entre ce que j'ai enregistré en avril et ce que j'ai fait aujourd'hui, grosso modo, c'est la même idée, quoi. J'ai enregistré 3 fois de suite le résumé de la trilogie Matrix au début. Parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Typiquement, je commençais à expliquer un truc et je partais en couille sur tout tel machin, etc. Et par exemple, je commençais à résumer l'histoire, et d'un seul coup, j'arrive à Morpheus, et Morpheus, il explique ce qu'est la matrice, et du coup, je me mets à partir sur expliquons ce qu'est la matrice, quoi. Et après, il faut revenir, du coup, au résumé de l'histoire, et continuer à résumer l'histoire et faire machin. Et du coup, je l'ai réécrit une deuxième fois, c'était encore pire, et je l'ai réécrit une troisième fois en me disant, bon, résume l'histoire. Tu ne fais rien d'autre, tu arrêtes de faire des apartés, etc. Tu résumes l'histoire. Et je me suis du coup bien forcé à refaire, donc là on arrive jusque là, Morpheus le libère, ensuite on arrive au fait que Neo ait l'air d'être l'élu, mais en fait les suites, et finalement c'est peut-être pas l'élu, et puis on arrive à l'architecte, et puis Matrix 3, etc., etc. Et ensuite tu passes à, donc voilà quel était le sens de machin, donc le choix et le destin, etc., etc., quoi. En dehors de ce passage-là, il n'y a pas grand-chose que j'ai trop réécrit non plus. J'ai beaucoup plus étoffé la section Sense8 qu'elle l'était à la base. Je voulais parler de la scène complètement ratée, là, à côté du puits, dans la forêt, mais je crois qu'à la base, je l'avais pas mis dans le texte et je l'ai rajouté un petit peu plus tard. Je pensais que c'était justement dans ce qui était en trop, et je me disais, si je veux montrer que je suis honnête avec le reste des effets spéciaux et des scènes d'action, faut que je montre le moment où moi-même j'admets qu'il y a un raté, en fait. Et puis du coup, j'avais créé la section à la fin pour un petit aparté hors série, hors sujet plutôt, pour aborder certains trucs qui étaient pas faciles à aborder dans le reste. J'aurais pu aborder Sofia Urista avec la musique, mais du coup, c'était me mettre spécifiquement sur ce point précis, sur la musique de fin. J'étais sur une explication globale de, bon ben voilà, ils ont fait la musique comme ça dans le premier film, elle fait la musique comme ça dans le 4e film. Si tu te mets à rentrer plus en détail que ça commence à nouveau être le bordel et à partir un peu plus loin, quoi. Il y a toujours des apartés qui sont intégrés du coup au développement. Je voulais absolument faire une partie sur Path of Neo parce que quand tu fais le jeu,
c'est évident tous les points communs qu'il y a avec Matrix 4 et que tu retrouves du coup certains éléments qui ont été décriés dans ce film-là aussi. Et donc je voulais absolument faire un petit passage dessus, d'autant que c'est moi, c'est ma partie de gameplay, c'est mes images à moi, c'est moi qui ai tout fait et tout. Je l'ai fait en entier pour parler de Matrix 4, pour le découvrir en entier, pour voir s'il y avait justement des points communs, et quand j'ai vu le truc, j'ai fait ah bah oui, évidemment, il y a des points communs, mais de ouf dans le truc, faut absolument que j'en parle. Donc j'ai laissé quelques apartés quand même dans le développement, parce qu'il me faut quelques apartés, il faut que je revienne sur certains points précis. Mais voilà, le gros du travail, c'était épurer absolument tout le truc et essayer d'avoir un texte parfaitement compréhensible. Et de ce que je vois dans les commentaires, il y en a quelques-uns, il y en a une dizaine qui m'ont dit que c'était un peu le bordel et qui comprenaient rien, etc. Mais c'est souvent des gens qui prennent la peine, par exemple, de mégenrer les Wachowski et de dire mais c'est pas des femmes et tout le bordel, etc. Donc je prends pas vraiment en compte leurs critiques. J'ai le sentiment que c'est autre chose qui les a dérangés dans la vidéo que quoi que ce soit que j'ai pu faire moi. Et la plupart des autres ont dit que le texte était parfaitement fluide, compréhensible, qu'on pouvait suivre du début à la fin, que les idées étaient bien développées. J'ai poussé un gros soupir de soulagement à ce moment-là, quoi. On va pouvoir passer un petit peu au reste, et on va du coup pas mal devoir parler d'effets spéciaux. Alors on va commencer par l'introduction du coup de la vidéo. Ce décor virtuel m'a été créé par un infographiste qui m'avait déjà aidé aussi pour Avatar 2, vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé, qui s'appelle Maxime Thomas Le Déoré, qui bosse sur pas mal de projets à l'international. Vraiment, c'est un mec qui est plutôt bien reconnu et respecté, qui fait principalement du rigging, plutôt doué là-dessus. Il est très doué aussi en lip sync, en animation faciale et un truc dans ce genre-là. Il a fait beaucoup de petits trucs. Il a sorti une démo, un remaster de Silent Hill premier du nom sous Unity, qui est du coup une version plus moderne, avec des effets plus modernes, etc. C'est une démo qu'il a entièrement fait tout seul. Il a reproduit du coup la ville tout seul. Il a créé tout le système pour déplacer le personnage tout le bordel. Il a vraiment créé son petit jeu perso et tout le bordel. Il travaille même dans certains trucs d'animation de films. Et donc là, je voulais tourner cette scène dans une pièce des Overcraft du coup de Matrix, là où on voit les opérateurs qui gèrent toute la matrice avec les différents panneaux de matrice, etc. Et en fait, j'ai trouvé une station de hacker en ligne. À la base, je pensais qu'elle était libre de droit, mais en fait, j'ai fini par la trouver sur un autre site, payante cette fois-ci. Du coup, je l'ai acheté sur le site pour faire une utilisation légale du truc. Tout un bureau qui est fait pour être cyberpunk. Mais trop cyberpunk. Genre, il y a des lignes de LED autour de plein de trucs, etc. Donc, il a fallu que je modifie toutes les textures du truc pour en arriver à un bureau qui passait plus dans le côté vieille technologie de Matrix plutôt que de faire des trucs avec des LED à la cyberpunk partout. J'ai ajouté du coup dans les textures une animation sur les LED d'activité de certains des ordinateurs pour que du coup ça clignote un peu partout, que ce soit pas juste fixe et complètement figé, etc. Et que ça fasse moins artificiel, que ça fasse plus ordinateur en train de bosser. Et il a fallu intégrer, pareil, j'ai une grosse texture 4K avec tous les écrans qui sont présentés dedans, et il a fallu foutre de la matrice sur toutes les zones où il y avait les écrans des autres trucs, pour pouvoir créer du coup cet effet avec les différentes matrices qui tombent. Chacune a un rythme différent et un moment différent de mon fichier de base. J'ai une vidéo de base en fait avec une matrice qui descend, que j'utilise pour faire toutes mes vidéos, mes animations, mes trucs de ce genre-là. Et du coup j'avais utilisé ça sur cette texture-là. Donc voilà, tout ça c'est le bureau du coup 3D. Un petit détail sur ce bureau, c'est que donc il y a des plans qui sont filmés derrière la structure du meuble ou derrière des câbles qui sont en train de pendre, etc. et on me voit derrière. Et en fait, pour faire ces plans-là, il a fallu que je fasse disparaître un élément de l'objet, en fait. Il y a une des tours d'ordinateur, je l'ai entièrement fait disparaître, et en fait, ma caméra virtuelle, elle est là, en principe, un des éléments de l'étagère, mais en filmant au travers parce qu'elle est transparente, du coup. Ce qui est le genre de grugeage dans le décor qu'on va faire dans un vrai tournage. Les meubles vont être décalés pour coller à ce qu'on a envie de donner dans l'image, mais en même temps, pas forcément être réaliste et pas forcément coller à comment est-ce que une pièce sera organisée à la base, etc. Donc typiquement, si on veut tourner depuis une étagère, on va vider une étagère pour que la caméra puisse passer dans l'étagère et faire comme s'il y avait encore les bouquins dedans, mais que la caméra passait au travers, quoi. C'était donc une caméra qui a sa propre volonté, on dirait presque. Qui du coup donne ce sentiment assez réaliste, donne le sentiment d'être vraiment intégré au décor, avec en plus la profondeur de champ qui est vraiment gérée par le programme, la petite lumière qui est sur le côté qui permet en principe de me renvoyer un peu de lumière, etc., qui passe devant. Il y a tout un tas de petits jeux qui font que ça a l'air du coup plutôt crédible. Mais du coup j'avais la station de travail de hacking, j'avais pas le décor. Et en fait, je cherchais un décor qui faisait cyberpunk, qui faisait un peu sous-marin, qui faisait... il me fallait juste une pièce avec 4 murs et des fils électriques un peu partout et rien même au milieu parce que j'allais y mettre ma station de hacking à moi, quoi. Et donc, c'est Maxime Thomas Le Déoré que je suis allé voir en lui disant tu sais pas où est-ce que je peux trouver un décor avec un truc cyberpunk. Tout ce que je trouve, c'était de la SF trop lisse ou trop qui correspond trop à un certain style, qui correspondait pas du tout à celui de Matrix, quoi. Le côté un peu
poisseux, tuyaux, etc., câbles qui pendent et tout le bordel. Et comme lui, du coup, il est en jeu vidéo et qu'il a tout un tas d'assets, d'éléments de décor et de trucs dans ce genre-là qu'il peut utiliser de façon assez basique avec des scripts qui permettent de les reproduire s'il a envie de les reproduire pour faire des trucs particuliers, etc. Il m'a dit, laisse-moi faire ça, je te fais ça en quelques heures, etc. Et au bout de quelques heures, il m'avait envoyé une pièce avec donc 3 murs. Si t'as 4 murs, il y a un moment où ta caméra peut passer derrière le mur. Quand je fais le gros plan large au début, la caméra aurait pu passer derrière le mur, donc c'est beaucoup plus pratique d'avoir que 3 murs. Et du coup, il m'a créé entièrement ce décor. J'ai eu quelques textures à corriger vite fait parce qu'il y a certains éléments qui étaient mal passés dans le truc, mais 3 fois rien, c'est 2-3 textures vraiment dans un coin. Et du coup, j'avais ce décor dans lequel foutre ma station de hacking, et ensuite, en fait, l'image de moi, c'est juste une plaque avec la vidéo étalonnée et un filtre et un masque pour juste faire apparaître moi et retirer le fond vert sur lequel je me suis tourné. Et en fait, la lumière que vous voyez, l'intensité de lumière qu'il y a dans l'image, c'est vraiment l'intensité de lumière qui est créée par le décor. C'est quand il y a les éclairs qui commencent à apparaître sur le truc, si vous regardez bien, il y a subtilement la lumière se rehausse un peu sur mon visage aussi. Alors pas parfaitement de façon parfaitement juste parce que du coup c'est un calque plat, il n'y a pas le relief de mon visage, mais l'image est quand même influencée par la lumière qu'il y a dans le décor et donc c'est principalement la lumière du décor. On le voit pas du coup, mais j'ai un projecteur juste en face de moi pour reproduire du coup l'image, enfin la lumière des écrans qui m'arrive sur la gueule et qui fasse du coup un éclairage bien cohérent en fait avec l'endroit dans lequel je suis, et je suis très content parce que ça marche très très bien. C'est la première fois que vraiment j'introduis vraiment ce que j'ai tourné en 3D, enfin ce que j'ai tourné sur fond vert dans un décor en 3D, et je trouve que l'effet marche plutôt bien. Petite astuce, mais justement du coup l'angle qui me filme moi, je me suis retrouvé comme un con parce que du coup j'avais ma pièce avec mes 3 murs, mais là sous cet angle là on voyait du coup le 4e mur en principe, qui donc est vide. Et donc je me suis dit pendant quelques minutes, enfin il m'a fait quelques minutes pour valider, j'étais un peu paumé en me disant mais qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais pour avoir du coup un mur derrière, est-ce que j'essaye de reproduire le mur, j'essayais de dupliquer le mur, ça marchait pas, ça faisait un truc dégueulasse, etc. Et au final, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas me faire chier, j'ai sélectionné tout le décor et je l'ai tourné à 180 degrés, et du coup, le mur qui est tout au fond qu'on voit au tout début dans le plan large, au final c'est le même qui est derrière moi quand on me filme de face. Ah oui, le petit effet du coup sur la matrice, j'ai regardé du coup dans le film comment est-ce qu'ils avaient fait, c'est j'ai repris en fait comme base des passages de Revolutions, où en fait c'est ce qui se passe quand Smith est en train de prendre le contrôle de toute la population. Il y a ces espèces de bandes de lumière qui passent un peu partout sur le code. En principe, il y a aussi des petits effets d'artefacts. C'était allé un peu trop loin, j'étais pas vraiment capable de faire ça non plus. Mais les petits passages lumineux, en fait j'ai utilisé tout simplement un effet d'éclair. C'est genre vraiment l'effet de base, le plus basique possible d'éclair de After Effects, avec un filtre pour le rendre plus flou, un filtre pour le rendre plus brillant et qu'il éclaire plus, un filtre d'intégration de la lumière pour que du coup ça crée un effet particulier sur les lignes et que ça fasse pas juste un éclair au milieu du truc. Et je trouve que ça marche plutôt bien, c'est plutôt réussi, donc voilà. Ensuite, on a le générique d'intro qui est exactement la même animation que pour la première vidéo que j'avais fait sur les Wachowski, mais j'ai rajouté un filtre qui permet de simuler des petites LED et du coup de mettre du détail dans l'affichage du titre. Et ensuite on va passer du coup aux face caméra. Alors les face caméra, en fait il y avait un défi, c'est que j'avais déjà fait plusieurs tournages en fond vert récemment, j'avais fait donc, celui sur le Wachowski déjà à l'époque en fond vert, et je venais de faire le Avatar 4, Avatar 2 du coup l'année dernière avec mon fond vert. Et en fait ce qui se passe c'est que quand je tourne en fond vert, j'ai une image de base. Généralement, en fait, ce que je fais, c'est que je tourne ma caméra sur le côté pour filmer comme un téléphone portable en vertical, ce qui me permet de me mettre en plein pied, du coup, dans l'image. Généralement, il faut que je recule ma caméra très très loin, parce que c'est une caméra 35 mm avec un objectif 28 mm qui est assez large, mais pas non plus assez pour me montrer de plein pied si je la tourne juste à l'endroit où elle est habituellement. Donc il faut vraiment que je la décale, que je la mette derrière, là où est mon écran de télé en principe. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, grâce à ça, je peux me cadrer totalement dans l'image. Mais plus je me rapproche de mon visage, plus c'est flou. Et le truc, c'est qu'en fait, sur les bords de l'image 16/9, là où sont mes mains, c'est généralement plus flou qu'au milieu. Les lentilles, elles sont convexes et concaves aussi, mais elles ont des formes rondes, elles sont pas plates. Les lentilles d'objectifs et d'appareils photo et de caméra, c'est pas plat. C'est toujours soit bombé, convexe, ou concave, creusé comme ça dans un cercle. Et donc du coup, le centre est toujours généralement mieux géré que les côtés. Il y a même des lentilles qui sont utilisées spécialement pour ça, des lentilles notamment cinémascope et anamorphiques, qui provoquent beaucoup d'effets de flou et d'effets un peu dégueulasses sur tous les contours de l'image, mais le centre est toujours plutôt net.
Donc en fait, si tu tournes du coup sur le côté, dès que je me rapproche de mon visage est forcément flou, et en fait mon visage ne peut jamais être net parce qu'il est dans une zone qui n'est jamais parfaitement nette. Un petit peu, mais pas parfaitement. Et généralement, justement, comme c'est pas des éléments essentiels qui sont dans ces coins-là de l'image, ça passe mieux et on s'en rend pas trop compte. Et le truc, c'est que cette fois-ci, je ne voulais plus être limité à ce niveau-là. Sur sur Avatar 2, j'avais eu un petit peu le problème, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de Making of, j'avais dit qu'à chaque fois que j'étais en très gros plan sur mon visage, je rajoutais un filtre de renforcement des détails. J'étais obligé de faire ça, de renforcer la netteté, parce que sinon c'était un petit peu flou à chaque fois que j'étais en gros plan. Donc je me suis dit sur celui-ci, je veux pas avoir le même problème. Du coup, comment je fais? Et en fait, cette vidéo est la première de toute la chaîne à avoir été tournée en multicaméra. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir mon ami Gorkab, qui tient la chaîne CGM, qui revient sur l'histoire des effets spéciaux dans le cinéma depuis l'arrivée des effets spéciaux numériques dans le cinéma, et qui a un certain nombre de matériel de tournage parce que il est en auto-entrepreneur vidéaste. On peut aller le chercher pour lui demander de tourner des vidéos. Donc il fait pas mal de trucs où il va tourner des festivals, des conventions, des trucs dans ce genre-là, et il fait une vidéo pour quelqu'un qui lui a demandé de faire la vidéo. Et il est un peu plus équipé que moi en termes de tournage, parce que moi, je tourne toujours dans le même endroit, donc j'ai besoin que 2 objectifs fondamentalement, et Avertir, j'en utilise toujours un. En principe, j'avais acheté un 50 mm pour pouvoir tourner des plans très rapprochés de mon visage pour les vlogs, et un 28 mm pour les plans plus larges comme celui-ci. Et en fait, au final, j'utilise tout le temps le 28 mm, et je zoome dans ce que j'ai tourné en 4K avec le 28 mm pour faire des plus gros plans, etc. dans mes images, parce que mes vidéos sont en 1080p de toute façon. C'est beaucoup plus laborieux de faire un truc en 4K, ça demande beaucoup plus de ressources, c'est beaucoup plus complexe. Sur les effets spéciaux, ça demande un temps fou de faire des effets spéciaux sur un truc en 4K. Bref, il a du matos, et du coup, je lui ai demandé donc de me prêter un de ses Canon, je crois que c'est un 7S qui m'a filé, je suis pas sûr, je le vérifierai, mais je crois que c'est ça, c'est un Canon 7S. Et donc oui, lui, comme il doit tourner dans d'autres circonstances, il faut qu'il puisse s'adapter aux circonstances, et donc il a plusieurs jeux d'objectifs à utiliser, et donc il avait un objectif 18 mm, et une caméra donc qui pouvait tourner une image tout à fait correcte. Et donc en fait, l'intégralité des plans, presque, parce qu'il y a 2 plans que j'ai oublié de faire au tournage et que j'ai dû refaire après, la quasi-intégralité des plans ont été tournés toujours avec 2 valeurs de plan différentes. Une qui me filme avec mon plan habituel, qui est dans 4K sur la Blackmagic, ma caméra à moi. Donc du coup, une qualité absolument ouf, et qui permet de zoomer assez loin dans l'image avant d'arriver à une perte de qualité, quoi. Et comme de toute façon, la caméra est bien placée et que mon visage était dans la zone de netteté, l'image était généralement plus nette pour me permettre du coup de zoomer dedans. Et en fait, l'autre caméra, elle sert principalement à me filmer en plan pied, donc des pieds à la tête. Donc du coup, j'ai toujours mon corps entier de filmer pour chaque plan que je fais, ensuite plus rapproché avec la Blackmagic. Et en fait, comme justement, je n'ai utilisé que le plan pied, et que la vidéo est au format cinémascope, donc avec les bandes au-dessus et en dessous par rapport au 16/9, je savais que même ce 1080p, j'allais pas l'utiliser au final. Ma vidéo en soi, elle est en 804p. Il y a 804 pixels pour faire la hauteur de mon cinémascope. Il me semble que c'est 804p pour faire du 2.35 ou du 2.39. D'ailleurs, ça doit être différent pour 2.35 et 2.39, ils sont un peu différents au niveau de hauteur. Donc voilà, en principe, il me semble que c'est ça la bonne référence. C'est un truc que j'ai en tête depuis des années et que j'utilise toujours. Et donc en fait, ça me garantissait pour absolument tous les plans d'avoir toujours la qualité maximale et pas de constamment avoir une dégradation. Toutes les vidéos que j'ai faites avec ma technique d'avant, donc le premier truc sur Matrix, la vidéo sur Kubrick également, ou la vidéo sur Avatar 2, j'ai toujours eu ce problème de, dès que je zoome dans l'image, dès que j'essaie de me rapprocher de mon visage, c'est flou et c'est dégueulasse. Et cette vidéo, pour la première fois, n'est pas comme ça, parce que du coup, j'ai tourné avec 2 caméras. Ça a posé un petit problème pendant le tournage, c'est que du coup, quand t'as 2 caméras en face de toi, tu fais laquelle tu regardes. Parce que là, regardez, là je regarde un tout petit peu à côté de ma caméra, et là aussi, et là je regarde au centre. Ça se joue à que dalle. Ça se joue à que dalle, la direction du regard. Et donc quand t'as 2 objectifs en même temps, et que tu sais pas trop au moment où tu tournes, parce que j'ai un peu fait Lana Wachowski, j'ai tout tourné pour pouvoir ensuite retravailler le truc comme j'en avais envie en fait. J'ai choisi mes plans ensuite au montage. J'ai tourné pour avoir la meilleure qualité possible, quelle que soit la condition, mais à la base je savais pas comment est-ce que j'allais faire mes plans, je savais pas où est-ce que j'allais faire des gros plans, je savais pas où est-ce que j'allais être à faire des plans plus éloignés, etc., etc. Et donc tous les plans sont tournés avec 2 caméras, mais du coup, où est-ce que tu regardes quand tu sais pas où est-ce que tu vas placer ton regard, parce que tu sais pas sur quelle caméra tu vas être quand le plan va être fait. Alors il y a des plans précis sur lesquels je savais que j'allais forcément me mettre plutôt en gros plan, ou forcément me mettre plutôt en plan large, mais d'autres où c'était plus aléatoire et je savais pas trop dans quoi partir en fait. Et donc le truc c'est qu'en fait, les 2 caméras sont quasi exactement au même niveau, et j'ai regardé pile poil entre les 2 objectifs des 2 caméras.
Ce qui fait que j'étais jamais droit vers un des objectifs, mais j'étais tellement peu décalé qu'on pouvait avoir l'impression que je regardais droit vers la caméra, d'autant plus que j'avais des lunettes de soleil du coup. Oui, alors du coup tout le monde a apprécié les lunettes de soleil, je vais vous expliquer vite fait. Les lunettes de soleil c'est simplement pour marquer les changements dans le sujet en fait. À chaque fois que je finis d'aborder un sujet, je change de paire de lunettes. Tout comme par exemple je change de costume après avoir fini de faire la réintroduction de Matrix. Pourquoi? Parce que je voulais trouver une paire de lunettes assez fun pour ce costume, parce que on va parler du costume ensuite. J'ai pas su me décider, j'ai fait une recherche sur Amazon, j'ai cherché tout un tas de lunettes un peu à la con, de soleil à utiliser, parce que je savais que ce serait à la con, parce que le costume était un peu à la con. Et en fait j'en ai vu tellement défiler, qui étaient rigolotes, chacune assez rigolote, que du coup je me suis dit je vais toutes les prendre. Et à la base je pensais faire un choix précis sur une lunette précise, et au final je me suis dit en fait on va les enchaîner au fur et à mesure de la vidéo, ça sera un petit truc en plus qui maintient le spectateur actif, de se rendre compte, ah tiens il a changé de lunettes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc ce qui peut, quand il se rend compte, réaliser que c'était pour marquer le découpage en chapitres, quoi. Mais donc oui, grâce aux lunettes de soleil, c'était pas si grave au final où est-ce que mon regard était dirigé. C'était compliqué pour certaines lunettes sur lesquelles qui sont plus transparentes au niveau des verres, et du coup on voit un petit peu les yeux. Il y a une scène juste à la fin du truc, je finis de sortir ma réplique et je dois laisser mes yeux genre 2 secondes sur l'objectif, et ensuite je suis en train de regarder pour essayer de trouver mon texte, un truc dans ce genre-là. Donc du coup, il y a des fois où c'était un petit peu visible, mais grosso modo, avec ces lunettes-là, c'était pas si grave que ça où est-ce que mon visage regardait, donc c'était le gros truc pour me sauver, pour savoir comment est-ce que j'utilise, comment est-ce que je regarde la caméra, comment est-ce que je regarde l'objectif, pour que, avec plusieurs caméras, j'ai toujours l'air de regarder dans l'objectif en fait. Le premier costume est donc mon costume de l'époque. Honnêtement, je suis très surpris d'avoir réussi à remettre le pantalon, et je crois en plus que le pantalon, j'arrivais à le fermer à peu près normalement. Je crois pas qu'il y ait de ceinture, mais je la vois plus sur le truc. Elle est peut-être sous le bide. J'ai donc décidé de faire une blague moi-même sur le bide, parce que je me suis dit, si c'est moi qui l'a fait, du coup, ça la retire aux autres, et donc c'est tant mieux. Donc, j'ai fait le truc, et en même temps, ça rentre dans l'idée d'autodérision qui est défendue par les Wachowski. Si vous regardez les Pourquoi j'ai des torts ont toujours des points communs dans la mise en scène avec ce que font les Wachowski. Typiquement, le fait de pas savoir quels seraient mes plans à la fin, et de tourner pour avoir les plans les plus réutilisables possibles, les plus modifiables possibles, et choisir ensuite au montage comment je vais le faire. C'est très inspiré de ce qu'elle a fait elle en fait. Et donc il y a cette autodérision avec le fait donc de rire de mon propre costume. J'ai de la chance quand même que la chemise rouge a encore marché. C'est un des rares vêtements de cette époque-là qui marche encore. Ce qui montre à quel point elle était beaucoup trop large à l'époque où je l'ai acheté. Mais au moins cette chemise-là elle marche. Bon, putain, chier. On va du coup parler des fonds verts dans leur globalité. Ce costume-là était beaucoup plus compliqué à détacher du fond vert. Parce que le jean est un peu bleu-gris, la veste grise aussi, etc. Et ça peut du coup, avec la teinte globale de la pièce qui est remplie de vert, parfois un petit peu avoir un côté buvard sur ce gris. Et il y a beaucoup d'éléments de la chemise ou du pantalon qui étaient assimilés au fond vert. Et donc en fait, sur ce pourquoi j'ai raison, vous avez tort, j'ai utilisé pour la première fois une technique et un outil que j'avais jamais utilisé dans After Effects, parce que jusqu'à l'année dernière, au pourquoi j'ai raison sur Avatar 2, j'avais encore mon ancien PC et j'avais encore mon ancienne version des programmes de Premiere qui avait plus de 6 ans d'ancienneté. Je mets jamais mes programmes à jour en fait, notamment les programmes créatifs, parce que à chaque fois que tu les mets à jour, t'as un bug ou un truc qui disparaît. Donc quand tu trouves une version qui marche, tu peux même t'adapter à ces bugs et utiliser, par exemple, ma version de Media Encoder, qui est le programme que tu utilises pour encoder les vidéos en dehors du programme de montage lui-même, avec Adobe. Il avait un bug, c'est-à-dire qu'au-delà de 4 pistes son, il y avait des défauts dans l'export du son. S'il y avait plus de 4 pistes son, il y avait des moments où d'un seul coup, un fichier s'arrêtait en plein milieu, un tout petit segment de son s'arrêtait en plein milieu et avant d'arriver à la fin du segment. Donc tu te retrouves avec une phrase coupée au milieu, une phrase d'un autre endroit remise à cet endroit-là parce qu'il y a eu un bug, il a été cherché dans la mémoire un ancien fichier son, il l'a remis là alors qu'il n'est pas censé être là, etc. Donc en fait, j'étais obligé de regarder toujours tous mes exports de A à Z avec mon ancien Media Encoder parce que je savais qu'il y avait ce souci s'il y avait plus de 4 lignes, de 4 pistes son. Mais du coup, j'ai aussi appris à monter sans dépasser 4 pistes son. Et du coup, je m'étais habitué au truc et j'utilisais mon programme tout à fait correctement. Là, du coup, avec ma version mise à jour, donc j'ai un nouveau PC maintenant qui est plus neuf, donc je me suis dit, il faut que je mette à jour les programmes aussi, ça va m'apporter plein de trucs en plus. Il y a des nouvelles options que je suis mis dedans, etc. Et donc, j'ai mis tous mes programmes à jour. Et j'ai découvert un nouveau problème, qui n'existait pas du coup dans les versions d'avant, c'est que quand tu fais une vidéo, tu vas utiliser des pré-rendus, c'est-à-dire que tu vas demander au programme de calculer les effets spéciaux et les plugins que tu mets sur certains segments, donc par exemple les fonds verts, pour qu'il le calcule une fois et ensuite c'est mis en mémoire, il y a un fichier vidéo qui est créé
qui est lu à la place de faire tout le calcul de ce qui est nécessaire pour faire l'effet spécial à chaque fois que tu lis la vidéo. Et en principe, quand tu exportes ta vidéo, tu peux utiliser ces fichiers de prévisualisation qui sont réencodés pour faire ton fichier d'export. Sauf que ça fait quelques années que ça marche plus. Et que du coup, quand tu as des prévisualisations, elles sont pas prises en compte. Et quand tu as un fichier qui est aussi demandeur en effets spéciaux que ce que j'ai fait là, avec des fonds verts absolument à chaque plan, avec des effets beaucoup plus complexes en plus rajoutés derrière, etc., et ben du coup ça plante, un export sur deux. Donc il a fallu en fait que j'exporte des petits segments de la vidéo en qualité finale pour les réintégrer ensuite à la timeline pour que du coup ça se soit utilisé, pour que cette vidéo-là soit utilisée au lieu d'une prévisualisation qui n'est pas utilisée du coup. Et ça m'a foutu dans la merde pour sortir la vidéo parce que je pouvais pas faire mes tests par rapport aux droits d'auteur pour la sortir quand il fallait. Mais du coup, avec ces nouveaux programmes, avec leur mise à jour, il y a tout un tas de trucs qui sont nouveaux pour moi et que j'ai découvert, notamment par exemple l'outil de sous-titrage automatique. Il y a un outil de transcription automatique de tes fichiers son qui te permet d'avoir une transcription que tu peux ensuite transcrire en sous-titres avec des timecodes que tu choisis toi-même, etc. Et du coup, en fait, les sous-titres sont quasiment créés en même temps que tu montes la vidéo, en fait, parce que du coup, tu vérifies le texte pendant que tu es en train de faire le montage, et du coup, une fois que ta vidéo est finie, ton texte est corrigé à peu près partout. Tout ce que tu as à corriger quand tu fais les sous-titres, c'est le timing, à quel moment il s'affiche et à quel moment il arrête de s'afficher. Et du coup, c'est ultra pratique, quoi. Avant, j'avais toujours besoin que quelqu'un me crée le fichier de base de transcription de mes sous-titres pour ensuite les corriger éventuellement, etc. Là, maintenant, du coup, c'est créé automatiquement par le programme, quoi. Et pour les effets spéciaux, il y a un outil qui a été créé qui s'appelle je sais pas si c'est son nom, mais c'est un outil de rotoscope automatique. Donc le rotoscoping, c'est détourer un élément qui a été filmé. Concrètement, c'est créer un masque, finalement, qui permet du coup de bien détourer ton personnage. Et le truc, c'est qu'en fait, l'outil rotoscoping, contrairement à mon plugin pour retirer le fond vert, il est fondamentalement basé sur des contours préexistants. Il n'est pas en train de chercher une couleur à retirer. Tu vas lui tracer les contours du personnage ou de l'objet que tu veux garder, et il va suivre ces contours eux-mêmes. Il va pas suivre le reste des couleurs qui sont à côté, il va pas, etc. Donc en fait, moi qui ai du coup dû tourner avec un fond vert qui était pas forcément ultra plat, parce que tu peux pas avoir un fond vert de bonne qualité ultra plat dans un appartement de 10 mètres carrés, c'est pas possible. Tous les soucis qui ont été créés par ça, notamment ici avec les vêtements que je porte, ont pu être évités grâce à cet outil de rotoscope automatique. J'avais créé le costume, l'autre costume ensuite, pour éviter ce genre de problème avec les fonds verts, notamment le fait d'avoir la veste rouge et la perruque bleue. Je savais que c'était deux couleurs qui seraient jamais mélangées avec le fond vert, et que du coup, mon visage, donc mes cheveux et ma veste seraient toujours parfaitement découpés. Le short gris, j'avais espoir que ça fonctionne comme ça a à peu près fonctionné, mais pas tout à fait. Les jambes nues avec la couleur peau, généralement, là aussi, c'est pas trop confondu avec le fond vert. Donc là, en fait, il m'a fallu 3 semaines à peu près, ou 2 semaines, 2 ou 3 semaines, et j'ai repris les plans un par un, et j'ai utilisé l'outil de rotoscope automatique pour détourer mon personnage et faire des incrustations parfaitement nettes et parfaitement clean, sans des petits artefacts et des petits trucs qui déconnent, etc. sur tous les côtés des vêtements. Et ça a sauvé tous mes fonds verts parce que sinon ils auraient été beaucoup plus crades ou ils auraient pris beaucoup plus de temps à sortir et à être faits. Donc je suis très heureux d'avoir découvert cette fonction, et typiquement, quand je faisais ça sur mes vidéos tournées avec la Canon en 1080p, parce que je savais que j'utiliserais jamais la résolution 4K pour mes plans en plein pied, sur la version 1080p, c'était tout à fait rapide. Quand j'ai dû le faire sur les images 4K pour par exemple corriger un peu les contours des lunettes, parce que les lunettes parfois ça déconne avec les reflets, les trucs dans ce genre là, etc. Donc il y a des fois où j'ai suivi les lunettes, la forme des lunettes, et j'ai créé un masque spécifique pour les lunettes. Et sur les rushs 4K, donc comme je l'ai dit, c'était 2 fois, voire 4 fois le temps de rendu des autres plans en fait. Donc voilà, pour ce qui est de ces plans-là, il y a quelques petits détails sur lesquels je voudrais revenir, mais j'y reviendrai plus loin en voyant dans la vidéo certains éléments arriver. Je vais avancer un petit peu pour parler d'autres effets que j'ai fait un peu plus loin. Voici leur carrière telle qu'elle est aujourd'hui. Petite anecdote, la télécommande que vous me voyez utiliser dans ce plan, c'était la télécommande de mon ancienne télévision, donc qui est décédée, et c'est la dernière fois que vous la verrez à l'écran, parce que du coup maintenant j'ai acheté une nouvelle télévision, et donc j'ai une nouvelle télécommande beaucoup plus moderne, etc. Je trouvais que c'était intéressant parce que justement elle avait un look un peu rétro en plus avec le contour argenté, donc je l'ai gardé en fait cette télécommande jusqu'à trouver une utilisation, et donc je me suis dit là pour allumer la télévision à l'ancienne et tout, voilà, nickel. Tout ce qui vient du réel passe par l'écran de la télévision. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que les extraits de Sense8 par exemple prennent tout l'écran en 16/9, alors que les extraits du making of de Sense8, selon les parties de la vidéo d'ailleurs, sont filmés dans la télévision, c'est pour ça, c'est parce que tout ce qui vient du réel, tout ce qui est making of, interview, conférence de presse, trucs dans ce genre là, tout ça, j'avais décidé, ça passera par une télévision en 3D.
j'ai réussi à trouver sur internet des modèles gratuits qui reproduisaient du coup la télévision de Matrix et le fauteuil rouge également. Et j'ai beaucoup retravaillé ce fichier de base, c'est-à-dire qu'en fait, à l'exception des 2 gros boutons qui sont en bas de la télévision, il n'y a quasi aucune des textures originales de ce fichier. J'ai mis une texture de bois qui était intégrée à mon programme, qui du coup est vachement plus précise, et sur laquelle tu peux zoomer beaucoup plus parce que ça doit être vectorisé. Du coup les effets sont très précis, etc. Et j'ai passé en fait des mois, j'ai passé quasi 2 ans en fait, à perfectionner le rendu de cette télévision et à avoir exactement l'image que je voulais. Donc j'ai changé toutes les textures, et c'est principalement surtout je voulais jouer sur le fait que la lumière que projette l'écran change en fonction de l'image qu'il y a dedans. Donc c'est l'image qui est dans l'écran qui projette une lumière. Donc vous voyez toujours sur les bords de cette télévision la lumière qui provient de l'écran elle-même. Et l'écran lui-même, en fait, ça a été le principal problème de cette télévision, parce que donc j'ai voulu reproduire l'effet CRT qui est dans Matrix. Les écrans CRT, en principe, il y a des lignes horizontales. Vous savez, les petites lignes noires et tout qu'on met en filtre, par exemple, parfois dans des émulateurs de vieux jeux. Mais l'effet de moiré qui se produit quand tu rentres dans l'image de Matrix, il est tout à fait spécifique à Matrix. C'est un effet de moiré vertical. Sans doute pour reprendre l'idée des lignes de la matrice qui descendent, etc. Donc c'est pas l'effet habituel. Donc il faut forcément que tu le fasses toi-même, déjà. Et il faut que tu arrives à le recréer. Et donc comment est-ce que tu recrées cet effet-là? Tu prends une texture qui reproduit ce qu'il y a effectivement sur les télés de cette époque-là, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des cellules sensibles au rouge, vert, bleu qui étaient activées ensuite par les photons qui étaient envoyés par l'émetteur du coup de la télévision. Et donc du coup, en fait, sur cet écran, il y a une texture qui est répétée au moins 1000 fois, c'est pour ça justement qu'elle a été laborieuse ensuite au rendu, qui permet du coup d'avoir l'effet du filtre CRT qui est au-dessus de l'image, de façon extrêmement réaliste et précise. Ça reproduit vraiment le rendu des petits filtres qu'il y avait comme ça sur ces époques-là, sur ces écrans-là à cette époque-là, mais ça permet aussi justement de reproduire naturellement l'effet de moiré qu'il y a sur les images, l'effet où vous voyez ces petites ondes qui bougent et qui font des courbes et qui reviennent et qui se remélangent, etc. Et tout ça, finalement, j'ai réussi à le reproduire naturellement avec cet effet de texture. Mais comme cette texture est répétée un nombre énorme de fois pour pouvoir mettre la caméra extrêmement proche de l'écran 3D du coup de cette télévision et voir du coup les lignes apparaître sur le rendu, etc., ça a vachement ralenti le temps de rendu et le temps d'export du truc. En principe, ça aurait juste dû être un objet 3D avec une image 2D au milieu, ça aurait dû être plié en 10 secondes par image et basta, quoi. Mais là, du coup, comme il y avait cet effet de CRT sur le truc, chaque frame mettait 45 secondes environ à se rendre. Quand l'écran prenait totalement l'image, ça prenait 45 secondes pour rendre une image et pour exporter une image en 1080p. 804p parce que du coup, il n'y a pas le reste, ce qui accélère justement beaucoup le rendu, justement parce qu'il y a moins de pixels aussi à faire en hauteur. Et du coup, il y avait 18 700 et quelques frames à exporter à 45 secondes par frame. Il a fallu une semaine entière, il a fallu 9 jours entiers pour exporter chaque frame de cette télévision en 3D pour ensuite l'intégrer dans mon montage. Les extraits, ils étaient déjà dans mon montage depuis le début. Il a fallu que je les exporte en basse définition en plus pour reproduire vraiment l'effet de la télé. Si je pouvais l'exporter en HD, mais du coup la qualité était beaucoup trop précise. Ça sonnait pas comme une vieille télévision. Ça n'avait pas l'air d'une vieille télévision. Et donc du coup j'ai exporté la vidéo en SD et ensuite il a fallu donc faire frame par frame le truc. Et ça a donc pris 9 jours. C'était un petit peu laborieux en termes d'export, etc. Mais je savais que du coup le rendu serait parfait, que ce serait exactement ce que j'avais envie de faire et que ça donnerait un style très particulier au truc. Et j'aime bien cette idée de séparer les images qui viennent du réel des images qui viennent de fiction, du coup, dans le reste de la vidéo. Et donc, j'ai même pas eu à faire d'effet spécial pour reproduire le moiré quand la caméra rentre à l'intérieur de l'image. J'ai eu l'effet naturellement et ensuite c'est un simple fondu qui fait la transition avec les images de la télévision et ensuite arriver complètement dans l'écran parce que donc, dans l'introduction, si tu veux faire cet effet-là, il faut que la caméra du coup rentre dans l'image et donc jusqu'à ce que la caméra ressorte ensuite, qui marque la fin du résumé de la carrière des Wachowski, il y a des segments du coup qui sont en principe censés être dans la télé, qui sont censés être des images du réel, qui sont affichés en plein cadre parce que là on est dans la télévision et ensuite la caméra ressort de la télévision et après ça il n'y a plus une seule image qui soit plein écran, qui soit traitée telle quelle si elle vient du réel. Pas l'effet le plus compliqué du tout à faire.
Mais heureusement que j'ai eu plusieurs jours avant ça pour être sûr que le modèle 3D était correctement texturé, qu'il était éclairé correctement. J'ai changé de technique plusieurs fois en fait au niveau de l'éclairage. À la base, je voulais mettre la pièce tout en blanc et lui faire projeter du blanc du coup partout sur le décor uniformément en fait. Le truc c'est que quand tu fais ça, les ombres deviennent assez dégueulasses. Il y a beaucoup de choses qui reflètent trop de blanc partout. Le plastique autour de l'écran se mettait à refléter tout l'environnement et du coup ça venait entièrement blanc. Si tu mettais pas la lumière assez forte pour que tout soit pas entièrement blanc, tu voyais les limites du décor. En fait, le décor, c'est un espèce de dôme. Il y a un truc comme ça, et puis ensuite, ici, ça fait une petite courbe, et ensuite, c'est plat. Et cette petite courbe, elle est facilement dans l'ombre, parce qu'elle est assez éloignée, parce qu'elle reçoit pas forcément la lumière de tout le reste du décor, etc. Donc, si tu baisses l'intensité de lumière qui est émise par tout ce dôme, les côtés apparaissent. Et en même temps, ça déborde entièrement de lumière, et c'est dégueulasse, et c'est très, très moche. Donc, en fait, sur cette télévision, j'ai reproduit exactement l'éclairage qu'ils ont fait sur le tournage de Matrix. Et c'est là que tu te rends compte que, enfin, si t'en es pas conscient, que les lumières, en principe, elles sont extrêmement artificielles sur un tournage en studio notamment. C'est la grosse différence avec Matrix 4 qui a été plus tourné en image réelle. Par exemple, il y a un projecteur qui est à peu près ici par rapport à la télévision, juste pour créer les ombres projetées des 3 boutons et des 2 gros boutons qui sont sur le côté sur le reste du cadre de l'image. J'ai fait en sorte que l'angle soit exactement le même pour qu'effectivement l'ombre arrive exactement là où elle est censée arriver. Mais typiquement, c'est pas la lumière qui serait provoquée naturellement par un dôme blanc qui t'éclaire parfaitement de la même façon à 360 degrés, quoi. Et en fait, je me suis demandé, est-ce que je veux un truc plus réaliste ou est-ce que je veux un truc qui se rapproche plus de ce qu'il y a dans les films? Et j'ai décidé, parce que la méthode réaliste était beaucoup plus moche, de me rapprocher de ce qu'il y avait dans les films. Et effectivement, dans les films, quand tu gruges toutes les lumières parce que t'as un spot ici, un spot là, un spot là, un spot là, ça marche beaucoup mieux. Sur le canapé aussi, le fauteuil rouge de Morpheus, même technique, parce que sinon le canapé était toujours éclairé de façon moche. Les trous, typiquement, il faut que les trous soient assez sombres. Et si tu fais un éclairage global avec tout le dôme, il n'y a pas d'ombre qui se retrouve là-dedans. Il faut que tu aies un éclairage avec un projecteur au-dessus, véritablement, qui va faire vraiment un éclairage en douche et qui va permettre du coup de projeter des ombres sur ces trous-là. Et il n'y a pas d'autres lumières qui permettent de les reprojeter ensuite derrière et de rééquilibrer, enfin de rééclairer le truc, quoi. Alors ensuite, petite anecdote donc du téléphone. Il va me falloir moi-même m'actualiser. J'ai réussi à retrouver, c'était pas compliqué, hein, j'ai trouvé sur eBay, le Nokia 8110 qui est utilisé dans Matrix. C'est le portable que Morpheus envoie à Neo dans la Matrice. D'ailleurs, c'est arrivé dans un paquet comme ça, carton, donc j'ai vraiment fait le truc d'ouvrir le haut et sortir le portable après. J'ai cru que Morpheus allait m'appeler immédiatement après. Il m'a pas coûté très cher, il m'a coûté 40 € parce qu'en fait, il manque la batterie. C'est pour ça que du coup, je fais toujours bien attention à bien avoir ma main derrière le dos du téléphone pour pas qu'on remarque du coup qu'il manque la batterie. Et il y a un deuxième truc que vous ignorez probablement. Vous savez, dans le film, du coup, il a son téléphone et il appuie sur un bouton et le clapet s'ouvre. C'est un truc ultra classe, il appuie sur le truc et hop, le clapet s'ouvre, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le Nokia 8110 n'a pas ce clapet automatique. À l'époque, je sais même pas si la technologie existait ou un truc dans ce genre-là. Le modèle que Nokia a sorti juste après, à cause de l'effet très classe qui était provoqué dans Matrix avec le clapet qui s'ouvre automatiquement, avait un système automatique de clapet. Je crois qu'il pouvait s'acheter en bonus ou en kit ou un truc genre que on pouvait l'acheter en plus et l'installer derrière. Et ça, pour le coup, je l'ai pas trouvé. C'est beaucoup plus compliqué à trouver ensuite, une fois que le truc n'est plus commercialisé. Donc du coup, en fait, je me suis demandé dans la vidéo, parce que quand t'as ce téléphone-là, c'est ça que tu veux le clapet qui sort et le petit bruit cool, quoi, à faire sur le truc. Mais je me suis dit, bah du coup, si ça existe pas, comment je fais? Alors, je me suis demandé, est-ce que je prends le modèle d'après? J'ai pas réussi à le trouver. Ou si j'ai celui-là, est-ce que j'essaye de faire un truc? Donc eux, en fait, ils avaient créé un système avec une sorte de ressort ou un truc dans ce genre-là qu'ils avaient intégré dans le truc. C'est l'équipe des accessoires du film qui avait développé le truc pour que le clapet puisse sortir tout seul. Donc je me suis dit, est-ce que je fais un truc genre, est-ce que je trouve un moyen d'accrocher un fil de nylon quelque part sur le truc et de tirer dessus pour donner l'impression que le clapet s'ouvre? Mais ça va être un peu bizarre. Est-ce que j'essaye de le faire avec un trucage 2D? Genre je monte l'image avec le portable comme ça à la base, tu fais ça, et tu fais une coupe ensuite au montage pour que t'aies une transition de l'un à l'autre, et puis tu peux récupérer, détourer en 2D uniquement la partie clapet, et la faire toi-même glisser dans ton programme d'effets spéciaux, de trucs dans ce genre-là, en reproduisant le truc, pour du coup que ça fonctionne, mais c'était très laborieux, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, il y a une méthode beaucoup plus simple pour essayer de faire ça. Utiliser un cut, c'est la méthode la plus simple pour faire ça. Il n'y a pas d'effet spécial à faire, il n'y a pas de truc à créer, genre un petit accessoire avec un câble à tirer qui pourrait ne pas marcher, ou je pourrais faire 36 000 prises avant que ça marche, etc. Donc en fait, au lieu de me faire chier avec ça, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce mouvement,
qui ne permet pas de sortir le clapet, hein. Et ensuite, j'ai tourné une autre prise, où je l'ouvrais déjà à l'avance, je faisais schlac, et ensuite je la mettais à mon oreille. Et du coup, il y a une coupe entre les deux. Donc voilà, les petites astuces pour pouvoir utiliser cet appareil, qui bien évidemment, comme il y a un écran vert sur le truc, a posé des problèmes avec le fond vert, donc il a fallu le détourer ensuite et le corriger tranquillement pour que le truc marche. Mais donc voilà, il ne fonctionne pas, mais j'ai bien le téléphone utilisé par Neo dans Matrix, un objet quasi collector maintenant, et en plus, plutôt en bonne qualité quand même, hein. C'est, je le montre là, mais avec les reflets. Il n'y a pas de traces de doigts, pas de traces de gras, il n'y a rien de cassé, il n'y a aucune trace de griffure, de machin, sur quoi. Même l'écran lui-même est nickel, oh, il y a un tout petit peu. Vraiment, c'est de l'utilisation, quoi. Tu sens que c'est parce que on l'a mis dans la poche vite fait après, etc. Mais sinon, il est absolument nickel. Donc, je suis très content quand même d'avoir cette pièce collector. Et donc après vient l'un des effets spéciaux les plus compliqués à faire de cette vidéo, l'effet donc des étagères de fringues qui apparaissent dans le vide et qui passent tout autour de moi et qui me permettent du coup de changer de costume. Des fringues. Des tonnes de fringues. Ce passage-là de la vidéo, il existe depuis la toute première version de septembre 2022. Je savais que je voulais avoir cette séquence-là dans cette vidéo-là, ne serait-ce qu'à cause de la blague passer de des flingues, des tonnes de flingues, à des fringues, des tonnes de fringues. J'ai littéralement changé qu'une lettre, quoi. Et en même temps, ça fait la blague, et c'est la blague qui est parfaitement adaptée pour le sketch que j'ai envie de faire, parce que j'avais toujours envie de faire ce sketch avec un costume différent. Et ça fait partie des rares trucs que j'ai conservé tel quel d'une version à l'autre. Comme l'ouverture, par exemple, je savais que je voulais un petit sketch d'ouverture, je savais pas exactement que je le voulais dans le monde réel, mais je savais que je voulais un petit sketch d'ouverture, et j'ai fini par trouver comment le faire. À la base, je voulais reproduire complètement la scène de Matrix, où Neo est en train de dormir devant son écran, donc j'allais filmer mes écrans avec de la matrice qui passe un peu partout, ou des trucs de recherche genre de Morpheus, dans ce genre-là. Et je devais me réveiller avec le portable du coup de Neo dans le truc, qui me réveille, et qui me pousse à aller dans la matrice, et j'avais pas vraiment d'idée pour passer ensuite dans la matrice. Ensuite, avec la nouvelle version, j'ai affiné le sketch pour que je sois dans un hovercraft, du coup dans le décor du vaisseau de Matrix, et que je fasse tout le truc de me brancher avec la prise. Un tout petit détail sur cette image, dans les plans de dos, vous voyez que j'ai le truc, du coup le trou dans lequel tu peux connecter le câble. Ça, c'est un effet uniquement en 2D. Ce qui est très compliqué parce que la peau du cou bouge constamment quand tu bouges la tête. Elle est étirée, elle part sur machin, elle se plie, etc. Et du coup, c'était ultra compliqué de faire un tracking du correct de ma nuque. C'est un tout petit peu aléatoire, un tout petit peu brinque-ballant, juste assez réussi pour que ça attire pas l'œil et qu'on le remarque pas au début et qu'on pense que c'est juste du coup le truc dans ma nuque. Donc c'est pas un truc c'est pas un accessoire que j'ai collé dans ma nuque, c'est un effet entièrement 2D. Mais ça a été très laborieux de faire cet effet. Déjà, il a fallu trouver un modèle 3D de porte-vêtements rempli de vêtements. J'ai trouvé quelqu'un qui avait dû faire des images 3D pour un magasin de fringues quelconque, je ne sais pas lequel, et qui avait donc eu pour mission de créer l'environnement du magasin et les différentes étagères avec les différentes fringues pendues dessus, quoi. Et ce qui était très pratique, c'est que justement, il y avait à la fois des fringues pour mecs et pour femmes. Tout le truc de ce costume, c'est que c'est un mélange de plein de trucs, et notamment il y a des vêtements masculins et des vêtements plutôt féminins qui sont mélangés dessus, pour parler du côté melting pot, du coup, de Matrix. J'ai passé des semaines à essayer de trouver le bon rendu pour rendre les tissus et les textiles, pour que les lumières soient bien gérées, qu'elles rentrent à l'intérieur du tissu, qu'elles puissent être transmises et se refléter d'un tissu à l'autre, et tout dans ce genre-là. Donc j'ai mis des semaines juste à trouver le bon étalonnage, les bons réglages plutôt, étalonnage, c'est pas du tout le bon mot, le bon réglage pour que les fringues rendent bien et réalistes, et surtout pour pouvoir du coup faire comme je le voulais, quoi, pour pouvoir mettre les fringues exactement comme je voulais, etc. Le problème, c'est que ces fringues, pour être aussi réalistes et aussi bonnes, etc., contiennent énormément de polygones, beaucoup plus que ce que le programme 3D peut gérer, et donc en fait, créer une seule colonne de fringues foutait le programme dans les choux. Et il y a besoin de créer 24 pour faire cet effet. Il y a 24, j'ai reproduit du coup exactement l'effet du film, il y a 24 étagères différentes qui apparaissent dans le film d'origine, avec les racks de flingues et les trucs dans ce genre-là. Et donc moi-même, je dois en faire 24 pour que l'effet soit correctement reproduit. Comme je peux pas, du coup, afficher la totalité de l'étagère sur le truc, je suis parti sur une idée qui est en fait de créer un mouvement où l'étagère avance toujours exactement à la même vitesse. Et donc en fait, j'ai créé une colonne avec
grosso modo, les 3 premières étagères en full résolution avec tous leurs polygones, les 3 étagères d'après avec la qualité un petit peu en dessous, les 3 étagères d'après avec une qualité encore en dessous, et ensuite j'ai encore une série d'étagères avec la qualité la plus pourrie possible. Si vous faisiez un arrêt sur image, vous verriez, vous pouvez pas le voir parce que j'ai mis un effet de flou au-dessus, mais vous verriez que les fringues sont de moins en moins belles et de moins en moins définies, il y a des polygones, il y a des trucs qui déconnent un petit peu, au fur et à mesure que l'étagère s'éloigne. Mais je savais que moi, je serais au-dessus du bout des étagères, parce qu'elles se rejoignent toutes en perspective au fond de l'image. Je savais que moi, avec mon torse, je serais au-dessus du bout, donc c'était pas grave. Si le bout était mal rendu, s'il était moche, etc., s'il y avait trop de polygones qui déconnaient, parce qu'on le verrait quasiment pas. Et donc du coup, j'ai ce bloc d'étagères qui se déplace à une vitesse particulière pour que quand elle arrive au bord de l'écran, ce soit pile poil le moment où la fin de l'étagère sort de... J'ai mis un mur blanc en fait au fond du truc, et l'étagère sort de là pour donner l'impression d'être générée comme ça dans le truc. Et pour que du coup quand ils avancent, t'as la fin d'une vidéo et le début de l'autre vidéo qui avancent en même temps pour que t'aies l'impression que l'étagère elle-même continue et est infinie en fait, et continue d'avancer éternellement et se répéter, de se répéter, de se répéter. Donc il a fallu créer cette boucle à la base, ce qui n'était pas exactement facile non plus, mais j'ai fini par y arriver. Et une fois que j'ai créé cette boucle, il a fallu rendre 12 fois, je l'ai pas fait 24, mais j'ai rendu 12 fois l'étagère, à chaque fois un petit peu plus loin, un petit peu plus éloigné, jusqu'à arriver au bord du cadre. Et à la fin, je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer de refaire le reste de la même façon, mais ça prenait quand même 7 à 8 heures par rangée de vêtements. Du coup, arrivé au bout d'un moment, je me suis dit, si je continue comme ça, j'en ai encore pour 3 jours à faire la fin du rendu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les 12 rendus que j'avais fait, les 12 étagères, et je les ai répétés en miroir de l'autre côté, pour économiser du coup du temps de rendu, pour pas avoir à rendre à nouveau 12 étagères qui arrivent sur le truc, sachant que à chaque fois que je faisais une nouvelle rangée d'étagères, je pouvais réduire un petit peu le nombre de frames, parce que comme il y a un effet de perspective, elles se superposent les unes par rapport aux autres, et il y en a forcément sur le côté qui finissent par complètement disparaître, qui sont complètement recouvertes par l'autre étagère, donc du coup sur vraiment le coin des images, il y avait beaucoup moins de frames nécessaires pour faire le rendu du truc. Mais ça a été quand même très laborieux. Il y a eu un autre souci, c'est que l'effet de flou d'avancée, mon programme actuel, je sais pas pourquoi, mais il bug toujours au niveau du motion blur. Tu peux pas rendre l'image avec le flou de mouvement naturel et natif et calculé par le programme de 3D en fait. Tu es obligé de le rendre en 2D sans aucun flou de mouvement. Donc il a fallu que je le rajoute, et j'ai plusieurs plugins pour ajouter du flou de mouvement, du motion blur, mais ils créent tous des petits artefacts et des petits trucs qui déconnent un petit peu. Ils sont pas faits pour penser le truc en profondeur, ils le pensent en 2D, donc ils regardent où est-ce qu'il y a le pixel ici, où est-ce qu'il y a le pixel là-bas, et des fois, quand ça avance trop vite, il arrive pas à retrouver le pixel qui était là et le retrouver là-bas. Donc ils créent des rendus un petit peu bizarres et un petit peu dégueulasses. Et j'ai un peu galéré pendant 2-3 jours à essayer de trouver l'effet de rendu, et au final je me suis dit, mais je suis con, comme on a un angle fixe et que ça va vers moi de toute façon, il suffit de faire un simple flou radial. Un flou radial, c'est un flou qui va, soit c'est un plugin de Photoshop et d'Adobe en général, soit ça va prendre les pixels et les faire partir en ligne selon un point de fuite central. Donc j'ai un point de fuite qui est là d'où partent toutes les... enfin, qui est le milieu de l'image, exactement le milieu de l'image, qui est de là d'où partent toutes les étagères. Ou sinon, tu peux le faire partir en flou sphérique, un autre truc un petit peu différent. Mais là, du coup, avec cet effet tout simple, j'ai pu simuler le flou de mouvement de l'étagère sans que le programme ait à calculer le truc, etc. Donc c'était beaucoup plus rapide à faire. Et j'ai pu créer l'effet d'étagères qui arrivent extrêmement vite et qui passent très vite sur les côtés, quoi. Et ensuite, je voulais faire un effet où je voulais pas que les étagères s'arrêtent et ensuite que je choisisse mes costumes dedans, parce que tout le jeu, c'était de me retrouver avec un costume que j'avais pas choisi. Enfin, qui était pas beau, quoi, qui était pas bien. Donc du coup, j'avais décidé de faire un effet où, en fait, au fur et à mesure que les étagères passent à côté de moi, elles changent automatiquement mes vêtements, et du coup, je me retrouve avec 12 ou 15 variations de mes vêtements qui se succèdent les unes après les autres, qui du coup étaient à l'image que subrepticement pendant une frame ou deux. Du coup c'était pas trop grave si l'image était fixe, si c'était juste une photo, si on me voyait pas bouger sur le truc, et ça me permettait du coup de faire des raccords qui passent pas trop mal entre une douzaine de photos et mon plan de fin avec le téléphone, avec l'ancien costume, et mon plan de début avec le nouveau costume à la fin de la séquence, sans avoir à trop me soucier du fait que ça colle parfaitement en fait d'une image à l'autre. Il aurait fallu, pour bien faire, que j'ai un système qui me permette de garder en mémoire sur l'image de la caméra la position précise que j'ai dans le cadre, pour essayer de reprendre exactement la même position et d'avoir exactement la main à la même place, le coude au même endroit, les trucs, enfin de tout au même endroit, quoi. Ça aurait été compliqué de toute façon parce qu'en fonction des chaussures que je porte, il y a des moments où je porte pas de chaussures, etc. Donc il y a tout un tas de costumes qui se succèdent, et du coup mon visage n'arrive pas forcément toujours au même endroit. Il y a des images qui sont en chaussons aussi, par exemple, typiquement. Le fait de faire passer tout de façon extrêmement rapide, avec un petit flot de mouvement, etc., et de faire se succéder les vêtements,
allait forcément amener à ce que s'il y a un petit décalage entre là où est mon pied sur une photo et là où est mon pied sur la photo d'après, ça se voit quasiment pas en fait. C'est totalement négligeable parce qu'il y a une telle traînée provoquée par l'effacement la projection de l'image vers la caméra et l'effacement du truc ensuite, que du coup, les petits décalages comme ça ne se voyaient pas. Et si vous regardez au ralenti, vous pourrez voir un petit caméo de Nicole. Nicole, c'est mon ancien costume, c'est le truc que j'avais acheté quand j'étais adolescent, j'avais genre 15-16 ans. On avait acheté donc la perruque blonde que j'utilise toujours pour faire, que j'avais utilisé dans le premier Matrix d'ailleurs, pour faire Nicole qui intervenait justement dans le truc, qui faisait un peu le public con lambda. Et donc il y a cette perruque, il y a le t-shirt Summer Star rose qui est coupé en biais comme ça sur le côté, et mon petit jean extrêmement moulant, extrêmement short, qui est vraiment ras la moule en principe. Et donc il y a ce costume-là parmi tous les costumes qui succèdent. C'est un petit easter egg si vous arrivez à la voir ou pas. Maintenant vous le savez, mais voilà, c'était un petit easter egg qui était caché dans le truc. Il y a le costume de Nicole que j'avais utilisé dans la première vidéo Wachowski, qui revient vite fait pendant ces transitions. Mais comme j'avais pas de rôle pour elle ensuite, je me suis dit ça va être là que je vais faire un petit caméo ensuite pour l'utiliser. Et donc on en arrive au nouveau costume. Déjà de base, je voulais que ce soit extrêmement bariolé. Je voulais qu'en fait, quand on voit le costume, on se dise qu'est-ce que c'est que ce truc, et qu'au final, dans la vidéo, à force de le traiter de façon naturelle, on finisse par oublier le costume. Pour faire donc une métaphore du style de Matrix 4, qui au premier abord peut déstabiliser parce qu'effectivement c'est très différent du premier Matrix, et c'est beaucoup moins maîtrisé, millimétré, etc. Mais si tu rentres dans le film, petit à petit, tu finis par complètement oublier ce style, et tu remarques même que du coup ça a un sens par rapport au truc en fait. Donc je savais que je voulais que le costume soit bariolé et que aucun vêtement ne colle avec l'autre. J'ai la petite chemise bleue, mais c'est une chemise à carreaux qu'en principe tu devrais pas mettre en dessous d'un truc. Les manches sont même pas longues, elles s'arrêtent là en fait sur le truc. Et je m'étais dit que jouer avec le bleu ce serait bien parce que du coup le bleu est une couleur qui est utilisée régulièrement du coup dans ce Matrix, qui est notamment la couleur des émotions mais aussi du système en général. C'est un peu la base de cette matrice, donc c'est pour ça que c'est tout en dessous. J'ai pas énormément réfléchi l'utilisation des couleurs dans le costume, mais un tout petit peu quand même, ne serait-ce que inconsciemment pour certains trucs. La perruque bleue, c'était pour reprendre Bugs, et ses cheveux bleus, c'était aussi l'idée que la perruque serait parfaitement nette, sans trop de cheveux et de mèches qui dépassent un peu partout. Au final, il y en a quelques-unes, mais c'est là. Et du coup, ce serait parfait pour faire une bonne distinction avec le fond vert, et du coup éviter qu'il y ait trop de soucis au niveau des cheveux dans le truc. Vous voyez que la perruque bleue passe infiniment mieux que mes cheveux de base. Ils fourmillent un petit peu parce qu'il y a du grain sur la caméra, et ça atteint un petit peu le détourage du fond vert qui est fait ensuite. Mais là, du coup, avec ce choix de perruque, je savais qu'il n'y aurait aucun souci avec le fond. Il y avait le nœud papillon. J'hésitais entre une cravate ou autre chose, mais finalement, je me suis dit, bon, cravate, j'ai déjà dans l'autre costume. Et sur le nœud papillon, j'ai jamais mis un nœud papillon dans aucune vidéo. Je crois, hein. Il me semble pas que j'ai déjà... Merci l'ambulance. Je crois pas que j'ai déjà fait une vidéo avec un nœud papillon quelque part, donc je me suis dit, ce serait un peu nouveau. Et comme du coup, ça te serre un petit peu le cou, je me suis dit, avec le jaune du confort, ça va surtout bien jurer avec la chemise bleue qui est en dessous. Le bleu et le jaune, c'est des couleurs qui sont opposées, c'est des couleurs primaires, bleu, jaune, rouge. Mais il y a aussi l'idée de se dire qu'effectivement, c'est le nœud papillon, c'est ce qui te serre un peu le cou. Et donc pour parler de ce qui est censé reprendre le confort en principe, le truc inconfortable à porter, il y avait un truc assez sympathique. Et je me suis dit mettre dessus une veste à paillettes rouges, le truc de cirque absolu. Il y avait quelque chose qui du coup allait très bien marcher. Ça fait aussi quelque chose de visuellement intéressant quand tu tournes en haute définition, le fait d'avoir toutes les petites pastilles du coup. C'est assez intéressant. Oh, d'ailleurs, il s'est passé un truc drôle. Après le tournage, j'ai gardé mes vêtements de côté, accrochés ici, là, avec une tringle. Et c'était accroché à cette étagère. Et j'ai ma fenêtre qui est juste en face. Et à un moment, j'étais en train de faire du montage, et je lève la tête en regardant le mur, et d'un seul coup, je vois un effet boule à facettes, en fait, sur le mur, mais je voyais plein de reflets rouges sur le mur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que tous ces reflets, d'où ça vient? Et du coup, je me tourne pour regarder d'où ça vient, et je finis par voir le rayon de soleil qui frappe pile poil sur la veste, et ça la transforme vraiment en boule à facettes. C'était assez rigolo, et du coup, je me suis dit, oh, c'est bien, j'ai un éclairage un peu fun, de fête, du coup, pendant que je suis en train de faire mon montage. La veste était un choix absolu depuis le début pour avoir, du coup, le côté bleu, jaune et rouge, les couleurs qui sont utilisées dans la matrice. Et ensuite, il y avait d'autres vêtements qui étaient importants. Il me fallait absolument une veste, parce que je vais vous passer un extrait du making-of qui est là. Il y a un problème avec cette chemise. Eh, vous voulez le secret honteux de ce tournage? Le temps a changé quand même, hein. Vive la nostalgie parce que le temps a changé. Elle fermait avant cette chemise. My God. Donc voilà, je pouvais pas
juste mettre la chemise parce que je savais que j'aurais du mal à la faire, que je pourrais pas la fermer. J'avais fait des tests de costume avant quand j'ai voulu acheter du coup les accessoires en plus, et je savais que cette chemise bleue ne fermait pas, donc il me fallait forcément une veste au-dessus, enfin un veston. Et je me suis dit, si j'ai déjà du bleu, du jaune et du rouge sur le reste de mes vêtements, qu'est-ce que je prends comme veston? Si je prends du jaune, ça va rappeler le nœud papillon, mais du coup ça va faire une répétition. Bon, j'ai la perruque et la chemise qui sont bleues, mais c'est justement il y a une idée un peu centrale où c'est lié. S'il y a trop de couleurs qui se répètent au même endroit, il y a un truc pas très inventif qui se fait en fait. Donc je me suis dit, je vais prendre du blanc, simplement du blanc, ça va faire la couleur la plus neutre possible. Même chose avec le short. J'ai mis un short en fait que j'ai déjà mis dans une vidéo, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah t'es en caleçon quoi. Parce que quand il passait très subrepticement à l'écran pendant que je me levais de ce canapé, et du coup beaucoup de gens ont cru que c'était un caleçon, un truc dans ce genre là. Donc je me suis dit, cette fois-ci je vais le mettre à l'écran, comme ça tout le monde va voir que c'est un short. Alors c'est un short un peu balance, un truc un peu pyjama, etc. Mais enfin, c'est un short quoi, c'est pas juste un calbut ou un truc dans ce genre là. Et c'était tellement l'inverse du reste. À la base, je voulais mettre un pantalon de jogging complet qui descendait sur toutes les jambes. Mais je me suis dit, ça sera beaucoup plus drôle de jouer avec ça, surtout si on termine le costume avec des chaussures de femme. Et c'était le truc, l'accessoire que j'avais absolument pas, évidemment. Et je me suis dit, ça va vraiment être cool parce que ça va jouer aussi avec la perruque, ça va jouer avec le côté travesti, le côté transgenre en général. Et ça allait du coup faire un mélange de quelque chose de très masculin, la veste, la chemise, le nœud papillon et le truc qu'il y a derrière, avec au-dessus la perruque et en bas les chaussures pour femmes. Et j'avais eu le choix de prendre plusieurs couleurs du coup pour les chaussures pour femmes, mais là aussi je voulais pas trop rappeler le reste des couleurs, je voulais faire un truc un peu plus indépendant. J'ai cru pendant très longtemps en prendre des oranges, ce qui aurait un petit peu rappelé le nœud papillon, mais ça aurait été pas mal pour se détourer un petit peu, se détacher du fond vert. Et au final, je suis tombé sur les chaussures que vous avez vues, qui étaient un petit peu moins chères, j'aimais plus la texture, c'était plus sympathique. Et elles étaient plus sympathiques à mettre parce que les autres étaient entièrement fermées de la base des pieds jusqu'au talon. Et là, pour le coup, c'était plus ouvert, donc je me suis dit, des chaussures bien ouvertes, vu que je vais être avec 36 couches pour le costume à la base et que je vais sans doute tourner un moment où il fait chaud, j'ai eu du bol, j'ai tourné pile poil dans la vague de tranquille, 2 journées où il a fait genre 20 degrés alors que le reste il en faisait 27, 28, dans ce genre là. Si je pouvais au moins avoir des chaussures ouvertes, c'était déjà ça de prix, et donc j'ai pris ces chaussures là qui sont ouvertes. Petites anecdotes au niveau des chaussures. Putain, les femmes, vous avez vraiment envie de souffrir parce que qu'est-ce que ça fait mal aux pieds. Je me suis abîmé la peau, même le devant des chaussures. Vous savez, il y a les pieds qui sont recouverts sur le truc, enfin les doigts de pied qui sont recouverts, et il y a cette petite phase ici où il y a le tissu qui recouvre. Je me suis ouvert la peau ici, à force de rester debout trop longtemps sur le truc, à force d'avoir des pieds qui étaient pas habitués au truc. Et genre, quand je tourne, généralement je mets donc 4-8 heures avant de tourner un truc, je sais toujours que c'est un peu laborieux et que j'ai mal aux pieds après. Mais là, du coup, avec les talons et le fait d'avoir les pieds qui remontent un petit peu, les trucs dans ce genre-là, mais j'ai eu mal aux pieds pendant 6 heures, c'était horrible, ça faisait super mal. Et je comprends pas comment font les femmes. C'est vraiment horrible, je ne comprends pas comment vous faites. Un petit truc d'ailleurs, comme j'avais une partie du costume qui faisait un peu féminin, je me suis dit, on va s'amuser quand je m'assois à faire comme si j'étais une femme en train de m'asseoir. Vous savez que les femmes, quand elles ont des jupes courtes notamment, sont obligés de s'asseoir d'une façon un petit peu différente pour éviter que les messieurs puissent baisser la tête et voir ce qu'il y a en dessous de leur jupe. Elles sont donc obligées de s'asseoir en serrant bien, mes jambes sont pas visibles dans ce cas. Elles sont obligées de s'asseoir en serrant bien du coup les jambes, et elles font ce petit truc où elles sont un petit peu penchées sur le côté pour que les genoux arrivent un petit... Les genoux sont par là, les pieds sont par là, pour que du coup il y ait un petit angle et que vraiment une jambe bloque totalement l'accès à tout ce qu'on peut voir en dessous de la jupe en fait. Et je me suis dit, ce serait tellement drôle, vu le costume que j'ai. À la base, je voulais juste reprendre la position de Morpheus, vous savez, bien m'installer dans le fauteuil. Je me suis dit après que les accoudoirs du fauteuil, je les avais pas au tournage. Au tournage, j'avais juste un petit tabouret, en fait, recouvert d'un tissu vert pour reproduire le fauteuil. Et je pouvais pas, du coup, être sûr de où mettre mes mains pour créer le truc, pour avoir le bon effet, à quelle hauteur fallait les mettre pour que ça fonctionne. Ça aurait été très laborieux à faire. Et je me suis dit, du coup, si j'ai une position un peu précieuse, si je m'assois avec les jambes bien serrées, je peux du coup avoir les bras bien le long du corps, avec les mains réunies au milieu, etc. Je peux jouer du coup sur cette position un peu précieuse pour prendre à revers le fauteuil de Morpheus, super classe, etc. Et pour jouer un petit peu avec le costume, la situation, la référence, le fauteuil, tout le bordel, etc. etc. Et c'est là que j'ai découvert que, mesdemoiselles et mesdames, nous ne sommes pas physiquement constitués de la même façon. Je vais vous mettre un petit extrait du making-of, je l'avais tourné à ce moment-là pour vous expliquer le truc, parce que, voilà, regardez. C'est impossible à tenir ce truc. Je sais pas comment vous faites les meufs.
ça me fait mal, j'ai les jambes qui tremblent et tout. Enfin, c'est peut-être juste que je suis pas habitué, mais j'arrive pas à bien les fermer en plus. Clairement, on n'est pas construit de la même façon, parce que se tenir comme ça quand t'es un mec, ça te compresse les couilles et tout le reste. Horrible. Donc voilà, j'ai découvert beaucoup de choses par rapport à la vie des femmes avec ce costume. J'ai découvert que les talons faisaient vraiment très très mal juste dans le fait d'être dessus, qui pouvaient même te blesser les pieds et tout le bordel. Dernier truc qu'on peut dire du coup avec ces costumes, ça va donc être les différentes paires de lunettes. Je vais peut-être pas toutes les sortir non plus, elles sont là en principe, hein, elles sont... J'ai un petit sac avec mon fond vert déjà, qui est replié ici. Tac, là on a la fameuse veste à paillettes que j'ai utilisée. Le fameux veston blanc, qui était pareil, j'ai pris celui-ci parce qu'il avait des motifs qui étaient jolis et tout, ça faisait un truc plus rempli pour un tournage en HD, c'est intéressant d'avoir des détails dans les textures et dans les trucs dans ce genre-là. Nous avons la perruque bleue qui est ici. Et normalement, je devais avoir quelques lunettes. Ah, nous avons les chaussures. J'ai gardé du coup le sac dans lequel elles sont arrivées, mais donc voilà. Donc ouais, est-ce que je me suis détruit les pieds du coup, et donc c'est ce truc-là ici qui m'a détruit la peau des pieds à un moment. Je les garde au cas où, on sait jamais, j'en ai peut-être besoin pour un autre costume. Si jamais il y avait un Matrix 5 qui était intéressant à aborder, peut-être qu'on le reprendra. Et donc voilà mon sac de lunettes. Donc j'en ai acheté toute une série, du coup, en essayant de trouver celle qui était rigolote et que j'allais utiliser de façon intéressante. J'ai bien aimé cette série de lunettes Pixel, là, je sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle spécifiquement, parce que je trouvais ça intéressant pour les premiers modèles de lunettes, de commencer par des changements à peine perceptibles. Les deux là sont exactement les mêmes, à la différence que celle-ci a 2 rangées de pixels, alors que celle-ci en a qu'une. Donc du coup, on peut passer à côté, on peut ne pas voir que le truc se change, etc. Donc le premier peut passer un peu inaperçu. Et quand tu passes à celle-ci, du coup, tu sens mieux le changement arriver, du coup être provoqué. Il y a celle-ci qui était très chiante à porter, mais je vais vous montrer pourquoi du coup dans le making of. Ah, alors faut que je vous explique. À l'intérieur des lunettes, il y a un petit pattern avec des petits points un peu partout là. Ça rend l'image entièrement floue, je ne vois rien. Je suis obligé de complètement... Les autres lunettes ça passe, même s'il y a des trucs devant les yeux et tout. Celles-ci, je suis obligé de les enlever pour lire quelque chose, sinon je vois que dalle. Qui a eu cette idée de merde? Pourquoi tu vas foutre un filtre qui rend flou sur tes lunettes? Bon, bref. J'avais acheté celle-ci, mais manifestement sans trop réfléchir. C'est la seule que j'ai pas utilisée du coup. Ça aurait été bien parce que ça faisait un côté 80s. Et j'avais du coup ces lunettes-là que j'avais achetées. Et je les ai pas utilisées. Pourquoi? Bah... Fond vert, lunettes vertes. Il aurait fallu redécouper le truc à chaque plan sur lequel je l'utilisais, donc celle-ci je les ai pas utilisées, je les ai laissées de côté. Mais c'est la seule que j'ai pas utilisée au final. Et surtout, pour moi, les plus importantes, c'était du coup la première paire de lunettes que j'allais utiliser, et j'ai donc décidé de prendre celle-ci, qui doivent être... je sais pas pour quel genre de pétasse ces lunettes sont destinées, mais je trouvais qu'elles étaient ultra intéressantes parce que du coup je pouvais jouer sur ça pour faire le reveal du costume. Je savais que je voulais que le costume soit révélé, qu'il y ait un petit build-up autour du truc, et je me suis dit du coup, si je commence avec... une fois que mon costume est terminé, comment est-ce que je remarque que mon costume est différent? Comment est-ce que je remarque... Est-ce que je baisse juste la tête et je vois que le costume est là et il est moche, etc. Ou est-ce qu'il y a un petit truc? Est-ce qu'on fait une progression? Est-ce que je remarque la perruque, par exemple, au début, parce qu'elle arrive juste à côté, donc je devrais avoir les cheveux dépassés et tout le bordel. Et quand j'ai vu cette paire de lunettes-là sur Amazon, je me suis dit, ce petit truc-là, les éclairs qui descendent, j'étais certain que si du coup je mettais les lunettes, je pourrais pas les voir véritablement, mais j'allais voir ces petits trucs-là dans mon champ de vision qui reflétaient la lumière, qui faisaient des trucs. Et je me suis dit du coup, c'est logique, avec cette paire de lunettes-là, que immédiatement, dès que le costume est mis en place, je me dise, tiens, c'est quoi ce truc-là? Il y a des gens qui m'ont dit que je jouais mon Johnny Depp quand je voyais le truc. Pour moi, c'est un jeu assez basique de « Oh, tiens, c'est quoi ce truc-là » Pour moi, c'est basique de jouer comme ça. Putain, ça fait du bruit. C'est pas le vrai bruit que j'ai utilisé dans la vidéo. J'ai refait un bruit, j'ai trouvé un petit tintement, un petit scintillement de cloche, un truc dans ce genre-là, que j'ai mis moi-même ensuite sur la timeline. Parce que de base, c'est pas un très joli bruit. Dernier petit point à noter sur le costume. Vous ne l'avez probablement pas remarqué, parce que personne m'a fait les commentaires nulle part en dessous de la vidéo. J'ai eu un souci. Je ne sais pas comment, parce que cette perruque, je l'ai sortie de son filet, là vous voyez, j'ai encore le filet même dans lequel elle était livrée. Je l'ai sortie de son filet, je l'ai mise directement. Je n'ai rien touché au truc. J'ai dû, au dernier moment, vraiment au tournage, me rendre compte que j'aurais besoin aussi d'une barrette pour faire tenir les cheveux. Heureusement, j'ai tout un tas de trucs pour faire des clips et des machins. Vous savez, c'est comme pour le micro, par exemple.
Là, il est attaché avec un petit scotch double face. Mais sinon, j'ai des pinces pour me les accrocher à des trucs, etc. J'ai tout un tas de trucs pour essayer de m'accrocher des trucs si j'en ai besoin. Et je me suis rendu compte vraiment au tournage que la mèche du côté de la perruque allait constamment m'arriver dans la gueule et essayer d'arriver devant les lunettes si je la gardais comme ça à l'air libre. Donc il a fallu que je mette l'épingle pour être sûr que la perruque me ferait pas chier pendant tout le truc. C'est un choix. Matrix 4 au premier abord, ça a pas l'air d'avoir de sens. Mais si tu t'y attardes plus de 2 minutes, j'ai des cheveux partout. Cette mèche-là, elle me fait chier, elle va se faire attacher tranquille. Voilà. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que ça peut se produire, mais il y a une mèche de cheveux, un tout petit truc de mèche de cheveux, qui s'est détaché de la perruque pendant que je tournais. Quasi à la fin du tournage. Et donc, en fait, vous verrez sur certains plans qu'il y a un petit morceau de cheveux bleus là sur mon col, ou qui est accroché là sur mon torse. Je ne l'ai jamais remarqué de tout le tournage. J'avais quand même mon écran en face de moi, j'étais en train régulièrement de regarder mon costume, d'ajuster des trucs, etc. Je n'ai jamais remarqué que j'avais cette petite mèche ici. Et il y a même un certain nombre de plans sur lesquels j'ai dû créer des masques en plus, parce que la mèche s'est déplacée sur mon épaule ici, avant de tomber définitivement et de plus être sur certains plans. Et du coup, il y a certains plans où mon incrustation fond vert était nickel et passait très bien, mais il y avait ce petit truc bleu qui dépassait à côté de mon épaule en fait. Et il a fallu donc que je crée des masques pour la camoufler, et pour que ça disparaisse. Donc quand j'ai vu ça, quand j'ai vu mes rushs après le tournage, quand j'ai commencé le montage et tout, j'ai fait non putain c'est pas vrai, il y a une putain de mèche, etc. Et donc j'ai tout fait pour qu'elle se remarque pas, donc j'ai gommé tous les moments où elle était sur l'épaule, et quand elle est sur le truc, du coup, j'aurais pu peut-être essayer de créer un calque 2D pour essayer de la masquer, ou un truc dans le genre, de masquer un truc dans le genre là, mais ça aurait été beaucoup trop laborieux, beaucoup trop compliqué, surtout que à cause des paillettes sur la veste, c'est pas une texture fixe qui aurait été ici, ça aurait été beaucoup trop compliqué de remplacer la mèche de cheveux complète. Donc voilà, ça a été un petit peu laborieux. Terminons avec ce costume pour dire un des problèmes qu'il y a eu. Pour tourner, donc j'ai mon micro cravate qui est ici et qui est relié ensuite à un enregistreur MP3 qui est là sur le côté de l'image. Vous voyez pas, mais donc c'est là qu'arrive. Et en fait, vous voyez, il y a ce petit truc là, ce petit truc de fond vert que j'ai mis pour que si je tourne sur un fond vert, il y ait ce truc là qui sorte du costume sur le côté et je puisse utiliser simplement le système d'incrustation du fond vert pour camoufler cette partie-là du câble, et ensuite j'ai plus qu'à mettre un masque sur le reste du câble qui dépasse, quoi. Ça s'est bien passé pour le premier costume. Le deuxième costume, en fait, j'ai fait une erreur de con, j'ai oublié d'utiliser... J'avais pris une épingle à nourrice pour accrocher, en fait, le câble au côté de ma veste, pour qu'il soit toujours vraiment sur le côté de la veste, et au maximum sur le côté de mon corps, qu'il puisse jamais arriver sur le devant et poser problème. Et j'ai complètement oublié de le faire sur le costume, quand j'ai changé de costume entre les deux. Et donc, il y a certains plans assez rares, mais il y en a certains, sur lesquels le fil passait complètement devant ma jambe, et le petit truc vert que vous avez vu est en plein au-dessus de mon pantalon, enfin de mon short du coup gris. Et du coup, j'ai dû utiliser plusieurs techniques, notamment faire du tracking du câble avec un outil de suivi de mouvement dans After Effects, pour ensuite ajouter au-dessus un effet de camouflage de câble, qui est un effet de base d'After Effects, ça trace une ligne, et ça tire un petit peu, ça contracte les textures qui sont derrière, pour qu'elles se rejoignent au milieu et que ça fasse disparaître le fameux câble. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile à faire parce que le câble est tout fin, mais en fait non, il a fallu prendre sur des grosses marches parce que le câble va pas tout droit, donc c'était un peu laborieux. Certains plans pour lesquels ça marchait pas, parce que c'était trop compliqué, il y avait trop de câbles sur ma jambe, et du coup, j'ai utilisé un effet de Photoshop. J'ai pris une image en fait fixe. Heureusement sur ce plan précis, ma jambe ne bougeait pas trop. Donc j'ai pris un arrêt sur image que j'ai envoyé sur Photoshop. J'ai fait générer par IA. Alors j'aime pas trop utiliser les outils de génération par IA, sauf pour faire des trucs qui sont laborieux à faire en principe et qui peuvent être faits facilement, genre le rotoscoping, généré par IA. Hein, c'est une IA qui a été entraînée pour détecter les contours des trucs et les suivre dans les mouvements, etc. Pour ces trucs-là, je peux l'utiliser et j'utilise parfois de l'IA générative juste quand c'est de la correction. Parce que soit tu fais une IA générative, soit tu fais l'outil tampon de Photoshop qui fait en fait que tu récupères une zone précise de ton calque et tu la reproduis d'un autre côté et tu effaces ce que tu as envie d'effacer en fait avec le truc. Mais c'est souvent un peu laborieux, ça colle pas toujours parfaitement à ce que tu veux faire, etc. Pour le coup, l'outil de génération par IA automatique de Photoshop, ça te retrace ta jambe en te retirant le câble de façon totalement imperceptible. Ça paraît totalement réaliste et naturel comme image. Donc sur un plan précis, qui est le plan avec Karl Lagerfeld, je crois, où c'était impossible de me débarrasser du câble sans que ce soit trop visible, pour ce plan unique, j'ai fait cette génération automatique d'IA par Photoshop, et ensuite je l'ai ajouté au-dessus de ma jambe, et j'ai fait un petit tracking vite fait du mouvement de ma jambe. Elle restait parfaitement droite, elle restait parfaitement là où elle était, mais je me penchais un tout petit peu sur le côté, etc.
Et du coup, j'ai fait suivre ce mouvement-là à ce petit patch correctif. Et ma jambe était tellement bien raide et tellement au bon endroit, etc., que le petit patch que j'ai créé dans Photoshop collait pour tout le mouvement, enfin pour tout le truc du plan. Et donc ça a été voilà, le petit truc chiant qui s'est rajouté que j'ai pas vu venir, et que j'aurais pu corriger facilement si j'avais juste fait un tout petit peu plus attention au tournage. Mais ça et la petite mèche de cheveux qui m'a tombé, j'ai pas compris comment j'étais... Je les ai pas remarqués au tournage. C'est là que tu vois que quand tu tournes, t'es vraiment dans un monde particulier, quoi. Faut dire aussi, c'était un four, ce costume. Avec la veste, du coup, donc de cirque, qui est dans je ne sais pas quel tissu, mais pas du tout du coton ou un truc dans ce genre-là, c'est pas du tout un truc qui respire. Donc plus tu le gardes, plus tu transpires dedans, avec la chemise en dessous, avec le veston au-dessus, avec le papillon qui te serre le cou complètement et qui du coup empêche l'air aussi de circuler et de sortir un petit peu de toute ta chemise. Et la perruque assez épaisse du coup que tu mets au-dessus de tes cheveux de base. J'ai passé tout le tournage avec une juste là, avec une feuille de sopalin, je l'ai utilisée juste avant de tourner, avec une feuille de sopalin pour me tamponner le front entre chaque prise, parce que entre les prises, on les voyait même à la caméra, quoi, tu sentais les gouttes qui descendaient le long du truc, qui rentraient dans la rigole des cils et des machins, qui passaient ensuite le long du truc, etc. Je sentais les gouttes de sueur me ruisseler partout sur le front, donc en fait, entre chaque plan, il y a un petit tamponnage comme ça au sopalin pour essayer de ne pas me rendre complètement trempé et miroitant, etc. Donc je pense que j'étais trop occupé par ça pour remarquer les autres petits défauts que j'ai laissé passer en fait. Voilà, je crois que j'ai tout fait au niveau de ce costume et du fond vert. Je vais voir s'il y a d'autres trucs à évoquer dans la vidéo. Oui, le cri. J'ai réenregistré une vingtaine de variations de ce cri. Putain. Saloperie de talons hauts. Parce qu'en fait, c'est un truc que je fais souvent dans mes vidéos, d'être surpris par un truc et de crier. Et généralement, je fais un peu toujours le même truc, c'est de faire un cri très aigu, c'est du ah ou un truc dans ce genre là, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je trouve que c'est moins drôle. Je l'ai déjà fait dans plein de vidéos, plein de trucs dans ce genre là. Je voulais trouver un moyen de faire un cri vraiment rigolo et surprenant dans cette vidéo. Si j'avais juste fait un cri, ça aurait été un peu énervant. Je sais qu'il y a des gens qui sont énervés par les cris en plus dans les trucs. Et au final, aucun me faisait vraiment marrer. Et la réponse est venue par accident, pour citer l'architecte de la Matrice. Je me suis revu complètement par hasard Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et il y a la scène où, vous savez, il y a tout le truc où il y a Amélie qui change tout un tas de trucs dans l'appartement de Collignon pour lui donner une leçon parce que c'est un connard avec Lucien. Et il y a un de ces trucs notamment, c'est remplacer son dentifrice par de la crème pour pieds. Et c'est un film, enfin Amélie Poulain, je l'ai vu des dizaines et des centaines de fois. Il y a un truc qui me fait toujours marrer, c'est le cri de Collignon quand il se rend compte qu'il a mis sa crème pour les pieds dans sa bouche. T'as un plan très large sur la ville et t'entends un bruit du genre... Enfin, une espèce de truc et de cris comme ça. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est ça qui manque à mon cri, au cri que je sais faire depuis le début pour essayer de le rendre drôle, c'est le dégoût. Vraiment se rendre compte que t'as un mouvement de répulsion, véritablement, par rapport à ce que t'es en train de porter. Et du coup, le son que vous avez là, c'est pas le son que j'ai fait au tournage. C'est après, au montage, que j'ai réenregistré un son où je faisais... Vraiment, où il fallait partir avec ce... C'est vraiment ce truc-là qui fait le côté... qui marque le dégoût, en fait, le côté... T'as l'impression que le mec va se vomir dessus. Et c'est ça qui rend, du coup, le cri drôle. J'espère que vous l'avez trouvé drôle, en tout cas, mais pour moi, c'est ça qui rend le cri drôle, c'est le fait que ça parte quand... Et ensuite, du coup, je pars un petit peu dans les aigus, mais ce qu'il fallait, c'était partir comme ça, avec ce bruit de dégoût au début du truc, pour rendre le son rigolo. Et du coup, voilà, c'est le petit truc, c'est comment est-ce que j'ai trouvé le bon son pour avoir le bon sketch et le bon gag. Pour commencer à expliquer tout ça, commençons par résumer l'histoire de ce Matrix 4. Cette scène, du coup, a été tournée en 2 plans différents. Parce qu'il y a le plan où je mets, du coup, les lunettes sur mes yeux, qui d'ailleurs a un cut aussi, parce que les lunettes se prenaient dans la perruque. Donc en fait, je commence à mettre les lunettes, je rencontre une résistance sur la perruque, là je coupe, je passe la résistance, j'arrive à mettre la branche
en dessous de la perruque, et à ce moment-là, je reprends l'image, mon cut arrive là, et je finis de mettre les lunettes. J'étais obligé de faire comme ça, sinon j'étais incapable de mettre les lunettes en une seule prise sans que ça se prenne dans la perruque et tout le bordel. Et en fait, la suite de cette scène-là, quand je m'assois, c'est une autre prise que j'ai fait tout à la fin. En fait, j'ai fait toutes les prises où j'étais debout tout au début. J'ai fait les prises debout avec le costume d'origine, les prises debout avec le nouveau costume, et à la toute fin, j'ai tourné les prises assises avec le nouveau costume, donc il y a que ces prises-là. Pour les prises assises, il fallait que je change la place des caméras, donc c'est pour ça que ça a été tourné en dernier. Et donc sur ces plans-là, la caméra est beaucoup plus basse, et donc je savais que je pouvais pas me tourner en train de m'asseoir en un seul plan, en fait, juste avec par exemple le plan pied. Il allait pas coller au niveau de la perspective, ça allait être compliqué, ça allait être laborieux, etc. Donc en fait, j'ai préféré tourner le plan comme ça, avec le fait que je m'assois qui fait la transition entre la première prise avec tout le monde debout, les caméras et moi, et la deuxième série de prises avec les caméras plus bas et moi assis. Petit truc à noter, je n'ai jamais réussi à réétalonner correctement les plans avec le Canon pour que la teinte de peau soit exactement la même entre les deux plans. Il faut déjà savoir, par exemple, la veste rouge est beaucoup plus pétante avec tout ce qui est tourné au Canon qu'avec ce qui est tourné avec ma Blackmagic habituelle. Et en fait, il y a une teinte un peu verdâtre qui a pris toute l'image sur le Canon et qui était au-dessus de la peau, et du coup c'était extrêmement compliqué à enlever en fait. C'est très compliqué d'enlever du vert de la peau humaine pour ensuite la rapprocher un peu du rouge. Tu passes très vite à des tons complètement cramoisis ou des trucs très jaunes ou des trucs dans ce genre-là. Donc si tu vas vers le bleu par exemple, c'était super compliqué, super laborieux, j'ai jamais réussi à correctement les corriger. Sur tous les plans où je suis debout avec ce costume-là, il y a un filtre que j'ai utilisé sur mes jambes pour retirer la couleur verte qui déteint du fond vert sur le reste de l'environnement. Je sais pas si c'est la lentille qui était un petit peu sale peut-être, et qui a récupéré du coup la teinte verte du fond vert et qui l'a mis un peu sur tout le reste du costume. Mais du coup, sur certains plans, y compris sur lequel je suis assis, il y a une teinte verdâtre qui est partout sur mes jambes, et un peu sur le bas du costume, qu'on voit plutôt après, mais qui revient un peu sur le visage ensuite. Et du coup, il a fallu la supprimer avec un autre effet spécial, parce que sinon j'avais une teinte verte absolument partout, et c'était dégueulasse. Pour les plans sur lesquels je suis assis, au départ, je voulais les intégrer à mon programme de 3D, comme je l'ai fait avec l'introduction où je suis dans le vaisseau, là, à regarder mes écrans, pour pouvoir avoir une vraie interaction de mon personnage par rapport au reflet de la lumière et par rapport aux ombres qui sont projetées sur le fauteuil lui-même. Il se trouve que j'ai fait des tests de rendu avec mon programme de 3D, j'ai mis un personnage devant, je l'ai bougé, ça n'a jamais changé quoi que ce soit au reflet et à la lumière qu'il y avait sur le fauteuil. Donc je me suis dit, au lieu de me faire chier à réexporter tous ces trucs-là, sachant que si jamais je voulais corriger un truc sur le fond vert, il aurait fallu réexporter toute la scène, etc. Au lieu de m'emmerder à faire ça, je vais simplement mettre l'image du fauteuil sur fond vert, derrière moi. Comme de toute façon, d'après mes simulations sur le poseur, sur mon programme 3D, ça ne crée aucune variation dans les lumières et dans les trucs qui débarquent, parce que justement, il y a un spot au-dessus en fait qui envoie la lumière, et donc ce que je fais devant, la lumière elle passe derrière moi, ça change rien à ce qui est reflété sur le fauteuil. Et donc, comme ça n'allait rien changer, autant ne pas se faire chier à faire tout le truc en 3D, et donc j'ai juste mis une photo du fauteuil tout seul, quoi, sur lequel je me suis incrusté. Et il y a une petite ombre projetée par rapport à sur le bas de mon corps, quoi, sur mon cul et là où je suis assis, pour que je sois bien mélangé avec le coussin du fauteuil, que mes jambes créent des ombres. Mais sur le dos, j'ai rien mis du tout, et sur tous les plans comme ça, j'ai rien mis du tout, donc voilà. Et l'effet des jambes sur le fauteuil, c'est généré directement par mon programme de montage, c'est pas dans un truc 3D, etc., c'est juste rajouté au-dessus du calque du fauteuil sur lequel j'ai mis le truc. Alors un truc qui n'est pas lié à mon travail, à moi, à proprement parler, je savais, parce que je parle souvent de comment pensent les Wachowski dans les vidéos qui parlent de leurs films, dans les vidéos qui parlaient de Matrix, j'avais parlé de Masterclass qu'elle faisait, où elle parlait de la répétition justement des histoires d'un truc à l'autre, etc. Je voulais absolument l'illustrer parce que c'était important justement de montrer que elle pense les choses comme ça, quoi, que pour elle les histoires se répètent. Donc au final, faire un Matrix 4 ou faire un autre film totalement indépendant, au final ça revient un petit peu au même. Elle aurait fait un autre film indépendant en reprenant les mêmes archétypes, en prenant les mêmes styles de personnages, en reprenant le même style de métaphore. Au final, tant qu'à faire, autant reprendre Matrix 4 et juste bien faire son histoire, quoi, et pour que ça s'intègre bien au truc. Et donc pour la première fois, j'ai dû monter dans ma vidéo de l'analyse filmique qui n'a pas été faite par moi. Faut avouer que sur un ou deux points précis, elle s'est un peu paumée. Elle dit que Blanche-Neige et le Chasseur vont avoir une rencontre sexuelle à un moment qui va les mener à un Éden. En vérité, dans Blanche-Neige et le Chasseur, il n'y a pas vraiment de tension sexuelle. J'ai mis une scène où ils sont du coup les visages assez proches l'un de l'autre, qui peut marquer ce genre de truc.
mais au final c'est pas vraiment indiqué. Elle dit que dans Apocalypse Now aussi on présente la tête à toute la foule et en fait on le fait pas, on décapite effectivement quelqu'un dans le truc mais c'est le bœuf, pas le personnage que doit aller assassiner le personnage dans Apocalypse Now. Et du coup j'ai dû mettre les images de la décapitation du bœuf plutôt que les images de la décapitation du mec. Là-dessus ça collait pas trop, mais honnêtement c'était très rare d'avoir des éléments qui collaient pas entre ce qu'elle expliquait ou pas. Elle dit, quand ils se réunissent autour du feu de camp, qu'ils parlent tous les deux de paix et de bouffe. Et je peux me tromper, mais je crois pas que ce soit dans Blanche-Neige et le Chasseur. Il me semble que c'est dans Moonrise Kingdom, mais pas dans l'autre. Ou peut-être même dans aucun des deux, je sais plus. Il y a deux, trois petits points dans toutes les comparaisons qu'elle fait dans le truc, il y a 2-3 petits points qui sont pas tout à fait justes. Mais ça te montre que, grosso modo, elle sait de quoi elle parle et que ça te montre comment est-ce qu'elle réfléchit le truc, quoi. Et effectivement, personne n'a jamais pensé à comparer ces films. Moonrise Kingdom et Blanche-Neige et le Chasseur, personne les a comparés. Apocalypse Now et Conan le Barbare, personne les a comparés. En tout cas, je pense pas qu'ils soient très nombreux. Peut-être la scène de fin, typiquement. Quand elle parle de la scène de fin, pour le coup, elle dit c'est presque plan pour plan, et effectivement c'est plan pour plan. Vous voyez le passage où le personnage est dans le coin, il commence à arriver, il y a un passage où il prend quelqu'un par derrière et il l'égorge dans les deux films. Enfin, les plans sont vraiment réminiscents les uns des autres quand même, y compris les plans sur la foule. Et du coup c'était très bizarre de prendre, ça fait quoi, 5 minutes, 4-5 minutes, dans une vidéo pour illustrer un point qui ne vient pas de moi, qui vient de quelqu'un d'autre. C'était un peu rigolo pour moi de faire ce truc-là, c'était assez neuf, j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça m'arrive de récupérer des morceaux d'interviews et de masterclass et de déclarations de personnes dont je parle, mais véritablement devoir les illustrer et devoir faire le truc moi-même, c'était pas un truc que j'ai jamais fait dans mes vidéos, et du coup c'était un petit peu neuf, et j'ai bien apprécié du coup le fait d'avoir ce petit truc un peu nouveau dans ce qu'il y a à monter. Alors dans les anecdotes étranges de production de cette vidéo, les plans qui ont été les plus laborieux, qui ont créé le plus de bugs dans mes exports de la vidéo, c'est les plans les plus basiques et généralement qui utilisent un effet très simple, l'effet de texte 3D dans After Effects. À chaque fois que j'enchaîne un plan avec du texte 3D dans After Effects et soit un autre plan quelconque du montage, soit un autre plan After Effects avec par exemple du fond vert ou un truc dans le genre là, à chaque fois que les deux sont l'un à côté de l'autre, il y a un bug du rendu et de l'export et je pouvais pas exporter ma vidéo correctement. C'est très bizarre quand même, c'est vraiment l'effet le moins compliqué du monde qui pose toujours problème, mais à chaque fois c'est quand il y a un texte 3D dans mes trucs After Effects que ça fait déconner le rendu. Donc j'ai eu un problème pour ce plan avec Pour ceux qui aiment manger de la merde, donc la traduction du texte, enfin du panneau qui est sur le truc. Et j'ai eu le même bug avec le plan que j'ai fait avec l'analyste, quand je traque la pomme, j'appelle ça la pomme du savoir, quand il explique tout son truc, etc. Qui était un peu laborieux à faire parce qu'il a fallu justement... Le projet de base, After Effects, est en 24 images par seconde. Pour avoir le rendu nécessaire, il faut passer en 8 images par seconde. En fait, le programme n'arrivait pas à comprendre que je voulais qu'il supprime ces frames. Donc il a fallu faire un rendu, exporter le texte à côté. J'ai fait un tracking du mouvement pour que le texte bouge en 3D, y compris dans les 3 frames qui sont pas affichées, les 3 frames sur 4 qui sont pas affichées. Mais du coup, garder le bon mouvement de flou, etc. Et donc du coup, j'adore cet effet parce que le texte a l'air de bouger exactement comme l'analyste a l'air de bouger. Donc t'as vraiment l'impression que le texte est vraiment intégré dans l'image et qu'il a été tourné en même temps en fait. Mais bizarrement, c'était un effet très compliqué à obtenir et ça a fait déconner quasi tous mes rendus à chaque fois que je faisais ce passage-là précis. Alors que le texte en 3D n'était même pas calculé au final, puisque je l'avais pré-rendu pour créer l'effet de réduction des FPS. Mais malgré tout, ça faisait un bug à chaque fois que je faisais un export. Je n'ai jamais compris pourquoi ces deux trucs-là faisaient bugger tous mes exports. J'ai eu 3 exports, je pense, maximum, où j'ai eu un bug sur l'arrivée de toutes les étagères, qui était effectivement compliqué à calculer parce qu'il y a 12 fichiers vidéo, reproduits en plus une deuxième fois sur l'autre côté pour faire les 24, plus la projection des différents costumes de moi qui se succèdent, etc. Plus un zoom de la caméra ensuite. Ça, c'était un peu laborieux à rendre, donc ça a pu faire des bugs à certains moments. Mais sinon, les seuls trucs qui ont bugué, c'est les trucs avec du texte 3D, quoi. Je comprends pas pourquoi c'est aussi impossible à gérer pour l'export et pour le média encodeur. Le plan avec Karl Lagerfeld, faut que j'explique un tout petit truc vite fait quand même. Donc évidemment, tous les deux tournés séparément, hein, mais ça, c'est pas, peu importe. J'ai le cul qui rebique dans cette image où je suis du coup sur le côté. Parce qu'en fait, la veste est taillée d'une certaine façon pour que ça se sépare d'une certaine façon dans le dos. Et du coup, ça fait un pli bizarre dans mon dos juste au-dessus de mon cul. Ça donne l'impression que j'ai un cul absolument gigantesque. Alors qu'en fait, non, mon dos est beaucoup plus plat que ça. Mais là, avec cet effet-là, du coup, ça rendait un truc moche. Je savais qu'il fallait que je fasse revenir Karl Lagerfeld, un peu comme quand tu fais un Matrix 4, tu sais que tu dois faire revenir certains personnages, certains trucs, certaines idées, etc. Parce que c'était un des éléments les plus notables et les plus connus du coup de l'original. Morpheus, quant à lui... Morpheus prend de la drogue.
Et c'est très mal. Le truc, c'est que je me suis dit, je pourrais pas faire mieux. Un peu, là encore, vous voyez comme il y a des parallèles entre mes vidéos et les sujets dont il parle, un peu comme Lana s'est dit, mais je peux pas faire mieux que les scènes d'action que j'ai fait avant, en fait. Tout effet que je voudrais faire qui paraîtrait mieux, c'est juste le même plan qu'avant avec un mouvement de caméra un peu différent, quoi. Et donc je me suis dit, je peux pas faire mieux avec Karl Lagerfeld que ce que j'ai fait dans le truc d'avant. Donc le mieux, c'est la conclusion à laquelle je suis venu, c'est de ne rien lui faire dire. Pour moi, c'était ça, du coup, le plus drôle à faire avec Karl Lagerfeld en faisant revenir. C'était pas de lui faire redire un truc, toi aussi tu prends de la drogue ou un truc dans ce genre-là. C'était juste de le mettre dans l'image et qu'il ne dise rien tellement il est dégoûté, vexé, repoussé par mon costume qui n'a absolument aucun sens, qui, au niveau fashion, est complètement absurde. Et donc, un mec comme Karl Lagerfeld aurait bien évidemment tiqué sur ce truc-là, et je pense même pas qu'il m'aurait adressé la parole. Si j'avais rencontré le vrai Karl Lagerfeld et que je m'étais vraiment habillé comme ça, je pense qu'il m'aurait même pas adressé la parole, il serait juste parti sans rien dire, quoi. Il avait un côté très méprisant et très con, Karl Lagerfeld, par moment. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est le meilleur moyen de le réutiliser, c'est de le réutiliser en silencieux. C'était pas facile de le détourer du fond vert. Bizarrement, alors qu'il est habillé tout en noir par rapport à un fond vert, je me suis dit que ça allait bien se distinguer. Et au final, non, ses jambes étaient, ça grouillait de petits trucs, de petits grains partout dans ses jambes et dans ses machins qui se mélangeaient au fond vert ou qui étaient absorbés dans le truc, etc. Et donc du coup, c'était un peu dégueulasse. Et donc il a fallu là aussi utiliser l'outil de rotoscoping de After Effects qui arrive à distinguer les deux jambes et à se séparer pour suivre une jambe quand elle va vers l'avant et pour rejoindre l'autre, etc., etc. C'est quand même plutôt bien pensé, l'outil rotoscope automatique d'After Effects, parce que ça m'a bien sauvé sur ce plan-là. Le plan sur la musique, là aussi j'en suis super content parce que tout ce que je voulais, c'était qu'on me voit vraiment me refléter sur le piano. Le piano est entièrement virtuel, donc bien sûr, et je voulais absolument qu'on voit mes reflets dans le piano pour qu'il y ait un côté réaliste, qu'on ait vraiment l'impression que je suis dans la structure, que je suis en train de jouer devant le truc, et qu'il y a du coup mon reflet sur le piano qui est fait derrière, alors que j'ai pas de piano ici, etc. Donc j'ai trouvé un modèle de piano gratuit aussi en ligne. J'ai dû aussi modifier quelques textures et quelques trucs. J'ai demandé à Maxime de modifier le modèle 3D parce que moi j'ai pas mes programmes peuvent pas modifier. Donc je lui ai envoyé le programme pour qu'il m'abaisse la tablette, la tablette sur laquelle en principe on met la partition, parce que sinon elle était devant ma gueule et c'était chiant. Et du coup j'ai fait comme dans l'intro, j'ai intégré les rushs que j'ai tournés du coup sur fond vert dans le programme 3D avec un masque en plus pour retirer le fond vert à côté. Et donc, j'ai vraiment joué le fichier vidéo dans le truc, avec la transparence à la place du fond vert, devant un piano qui reflétait vraiment ce qui était devant lui. J'ai tourné l'image au ralenti, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris l'extrait de musique que j'allais jouer à ce moment-là, je l'ai ralenti x4, dans ce genre-là, pour du coup bien appuyer sur les touches au moment où elles sont jouées dans le fichier son, et ensuite j'ai accéléré x4 mon fichier vidéo pour que du coup je puisse appuyer sur la touche très très vite. En vrai, vraiment, faut appuyer super vite sur les touches pour réussir à faire cet effet-là, donc ça rend quand même plutôt pas trop mal. Je suis un peu déçu de l'effet de motion blur, encore une fois. Pas assez d'informations sur le truc pour pouvoir faire un vrai effet de motion blur qui marche bien, etc. Donc je suis un peu déçu à ce niveau-là. Ça a été un petit peu raté, mais bon, tant pis. Je suis super content du coup que la perruque ait bien fonctionné. Cette perruque, en fait, à la base, je l'avais achetée pour pouvoir refaire Karl Lagerfeld au cas où, parce que la perruque blanche que j'utilise en principe, c'est une perruque que j'ai depuis mon adolescence, mais vraiment il y a très très longtemps, acheté dans un truc de vieille farce à la trappe. Les cheveux sont complètement emmêlés les uns avec les autres. Il y a une calvitie en gros de la perruque avec toutes les mèches qui sont séparées sur le côté, sur le dos, à un endroit précis de la caméra, du truc. Et du coup, elle est pas en bon état. Donc à la base, je voulais en acheter une autre pour la remplacer. Et en fait, j'avais trouvé celle-ci et j'avais pas vu qu'elle était livrée avec les trucs qui rebiquent, pas des roues flaquettes, mais les trucs qui rebiquent du coup sur les côtés et tout un tas de mèches et trucs dans ce genre-là. Et donc ça fait vraiment Mozart quoi, ça fait pas Karl Lagerfeld, ça fait Mozart. Et du coup je l'avais gardé au coin pour l'utiliser, je savais pas trop quand, à quel moment. Et comme elle ressemble justement très à Mozart et que là je faisais un truc spécial sur la musique, je me suis dit ah bah tiens, utilisons la perruque blanche spéciale Mozart que j'avais du coup commandé dans le truc. Et en fait à la base il y a donc une série de mèches qui devrait faire une frange, mais qui là est maintenue en arrière sur la perruque quand tu la reçois. Et du coup, quand tu penches la tête et que tu t'énerves, forcément les mèches commencent à repartir sur le devant et à bouger, et donc du coup ça fait bien le côté échevelé et vraiment s'exciter sur les touches de piano et tout. C'était parfait pour ce truc-là. Donc j'en ai fait 4 ou 5 prises, à chaque fois avec les cheveux qui tombent complètement devant. J'en ai pris quelques-unes où ils tombaient pas à ce point devant. Mais du coup j'ai quand même réussi à avoir exactement le rendu que je voulais avec cet effet-là, et je suis content parce que ça passe très très bien. Donc voilà, un effet qui passe bien. Et si j'avais été vraiment jusqu'au bout, si j'avais pas eu d'autres problèmes à gérer à côté pour les droits d'auteur ou des soucis d'export et de rendu et trucs dans ce genre-là, j'aurais sans doute pris un peu plus de temps pour ajouter des touches de piano qui s'envolent quand moi je m'éclate sur le truc du piano en fait. J'aurais bien voulu faire un truc beaucoup plus cartoon. Du coup je m'éclate contre le piano, je disparais derrière le truc du piano.
Et en même temps, tu vois 3-4 touches qui sortent et qui tombent et qui sautent à côté parce que du coup, j'ai explosé complètement le truc du piano. Bon, ça marche aussi comme ça, mais j'aurais bien, si j'avais été vraiment à fond du projet que j'avais voulu avec ce plan-là, j'aurais rajouté des petites touches du piano derrière qui flottent en l'air et qui sont envoyées par le choc. Et on va terminer avec un des rares défauts que j'ai laissé passer dans la vidéo. Il y a 2 clips de Jupiter Ascending et Speed Racer sur lesquels j'ai inversé le synthé, les indications, le nom du film, le réalisateur, l'année de sortie, etc. Et si vous regardez le tout premier écran du générique de fin, le film que j'analyse, c'est donc Matrix Résurrection, mais le film qui est marqué comme étant sujet de la vidéo à la fin, c'est Matrix Révolution. Parce que je fais beaucoup de copier-coller pour faire ces génériques de fin, et il faut du coup les corriger au fur et à mesure. Et j'ai pensé à tout recorriger, genre le fait que c'était réalisé par Lana et pas par The Wachowskis, j'ai pensé à changer l'adresse de l'année de sortie et tout le bordel. J'ai oublié de changer le titre. Vous voyez, quand il y a tellement de trucs à gérer comme ça dans une vidéo, tu peux oublier des trucs tout cons par moment. Voilà, écoutez, j'ai tourné 2h40 là de vidéo. Je sais pas si tout va être mis dans ce que vous avez vu au final, mais comme vous aimez bien avoir des petites anecdotes sur le tournage et tout dans ce genre là, je me suis dit voilà, on va en dire le plus possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça n'aura pas été trop ennuyeux. Moi j'ai plus de voix du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous aurez appris plein de choses et ça vous aura peut-être motivé à faire vos propres créations. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!